J'ai beaucoup de choses à dire, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Quand j'ai regardé le film d'Inox, je pense que j'ai écrit littéralement 6 pages de notes. J'ai regardé les principales critiques, en fait, surtout sur Instagram, sur les gros réseaux, avant de voir le film d'ailleurs. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit qu'il y avait un problème effectivement, mais que pour moi le problème, c'est pas la vidéo d'Inoxtag, c'est pas Inoxtag, le problème c'est la critique. Et dans les critiques qui ont été faites, et particulièrement dans des milieux parfois militants, des milieux de gauche, là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose qui va pas. Et les tirs sur Inox, je les ai trouvés d'une grande brutalité, je vais pas mentir. Et des fois pour pas un rond. Et je suis prêt vraiment à défendre mes arguments. C'est pas pour cultiver le plaisir de la différence et toujours me mettre en porte-à-faux avec le reste des gens. C'est vraiment pas très agréable d'être contre l'opinion générale. C'est quand même plus simple d'aller avec le vent en général. Mais là, moi, quand j'ai regardé, je me suis dit non, c'est compliqué. Franchement, ça va pas le faire. On va essayer de résumer un peu les critiques sur le film, et pour ça, on va s'appuyer sur un react à une vidéo donc d'une youtubeuse que j'aime bien. Je tiens à cette précision. Donc la youtubeuse en question, c'est Sabine. En fait, je me suis basé sur la vidéo de Sabine parce que j'aime son travail, que je le trouve nuancé, que je le trouve intéressant, que je trouve que la manière dont elle développe ses points, même si on voit que là c'est une vidéo qu'elle a fait peut-être un peu plus rapidement que ses vidéos habituelles, c'est quand même celle d'une personne qui prend le temps de poser sa réflexion et de réfléchir à ce qu'elle dit. Et je le redis, c'est quelqu'un dont j'apprécie énormément le boulot et je regarde ses vidéos pour moi-même régulièrement. Donc je veux pas que les gens pensent que c'est un clash ou quoi que ce soit. Si je prends sa vidéo, c'est qu'au final, elle a réussi à condenser un certain nombre de critiques que j'ai retrouvées ensuite énormément en ligne, sur les réseaux, un peu partout. Donc je me suis dit, c'est un bon point de départ pour aller prendre les différentes critiques et argumenter dessus. Parce que, à la différence de Sabine, il y a énormément de gens qui ont fait des vidéos, et voire des vidéos assez longues, et des personnes assez connues sur les internets, qui ont fait des vidéos, franchement, c'était hyper brouillon, ça partait un peu dans tous les sens, ça critiquait pour critiquer, et ça disait pas grand-chose. Là où Sabine, justement, elle apporte les vrais arguments et les vrais reproches. Alors, il y a peut-être pas tout, si on oublie des trucs, après on ira chercher des articles à droite à gauche, mais l'idée, ça va être de se faire une idée des critiques qui ont été faites, et moi, je vais essayer d'apporter des arguments construits et sourcés pour essayer de réfléchir à est-ce que ces critiques, en fait, sont valides, raisonnables ou pas. Après, ce n'est toujours que mon opinion, bien sûr. Je propose qu'on lance la vidéo et qu'on réfléchisse petit à petit à cette question donc de la place des uns et des autres dans la montagne, du discours tenu dans le film Kaizen, de la question de l'écologie, la question de la politique, de tout, qu'on pose tous ces sujets-là et qu'on essaye d'y réfléchir collectivement en sortant peut-être de l'indignation un peu immédiate, un peu instinctive du premier moment de visionnage, et qu'on se demande en fait mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder, et est-ce que ce qu'on a regardé quand on a regardé Kaizen c'était si problématique que ça. Comme pas mal de gens ces derniers jours, moi aussi j'ai regardé le documentaire d'Inoxtag Kaizen qui retrace sa préparation et son ascension de l'Everest. J'ai vu que ça se déchaînait sur X à ce sujet, alors forcément j'ai eu envie de rajouter mon petit grain de sel. Moi personnellement j'ai un avis assez nuancé sur sa vidéo, il y a des choses que j'ai honnêtement bien aimées et des choses que j'ai moins aimées, et on va en parler. En réalité son projet ça tient pas seulement sur ce documentaire Kaizen qui dure 2h30, 2h40. Au total, c'est 4 vidéos sur le sujet que j'ai toutes regardées. Parce que j'aime la montagne, j'aime le sport, mais j'aime encore plus regarder des gens qui font du sport dans la montagne. Donc c'est vrai que j'ai commencé à regarder les vidéos dans mon coin par curiosité. J'avais aussi envie de voir où il allait avec ce projet, parce qu'en réalité, dès le début, j'avais mes doutes sur l'intérêt de monter l'Everest, mais on en reparlera plus tard. Et petit à petit... Moi, je dois dire que comme Sabine, je suis quelqu'un qui adore les films de montagne, qui en bouffe tout le temps, mais genre je saoule le monde entier avec mes documentaires sur un mec obscur qui a fait une ascension je ne sais où, et ah non mais tu vas voir c'est trop bien, oh là là oui mais ça dure 3h30, mais à la fin attention je te spoile pas mais oui non d'accord, il y a 2h30 du film où ils sont dans la neige et ils en chient, et 1 heure de film où ils se préparent à aller dans la neige et ils expliquent qu'ils vont en chier, mais tu vas voir ça va être vraiment bien, ça va vraiment être vraiment bien. J'ai une espèce de passion pour ce cinéma là, et quand Inox s'est lancé au début, moi je suis pas un fan d'Inoxtag, je suis pas la génération Inoxtag, donc c'est pas quelqu'un qui m'intéresse au départ, parce que il joue à Fortnite je crois, Fortnite, oh là là je suis un boomer, voilà il fait des trucs sur des jeux vidéo que je connais pas,
Voilà, c'est pas mon délire. Et quand j'ai su qu'il allait dans la montagne, au début, j'ai grincé des dents, hein. J'avais vu une vidéo de Gilles où il allait faire le Mont Blanc, j'avais détesté. J'adore Gilles, j'aime bien hein, ce qu'il fait, mais à un moment donné, vraiment, la vidéo de Gilles au Mont Blanc, si vous voulez voir un truc problématique en montagne, allez voir quoi. Le mec est pas préparé, ils se mettent en danger, mais ils mettent aussi en danger le guide qui est avec eux. Enfin, c'est pas en faisant des trucs idiots, mais simplement leur impréparation et le fait de ne pas prendre la montagne au sérieux les rend dangereux par la force des choses. Et j'avais peur qu'Inoxtag fasse la même chose. Et en fait, quand j'ai vu ces vidéos de préparation, bah, j'étais très agréablement surpris de voir quelqu'un qui voulait vraiment découvrir la montagne. Peut-être d'ailleurs que je me permets un petit point pour expliquer d'où vient cette passion montagne et pourquoi j'ai un avis aussi tranché sur la montagne. Moi, j'ai grandi dans des milieux. J'ai une vie un peu compliquée, un jour je vous expliquerai, mais il y a une partie de ma vie que j'ai passée dans des milieux montagnards et dans un environnement de gens qui faisaient de l'alpinisme. Donc l'alpinisme c'est quelque chose que je connais, mais pas l'alpinisme d'en haut. Moi je connais l'alpinisme plutôt d'en bas, c'est-à-dire des gens qui sont guides, des gens qui sont pas qui n'ont pas les clients de la montagne, quoi, les gens qui sont les gens de la montagne, ce qui n'est pas la même chose. Et d'ailleurs on va en parler beaucoup plus longuement tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup existé dans ma vie sans que je le pratique moi-même, puisque mon père faisait de l'alpinisme et après qu'il ait failli mourir dans une avalanche, ma mère a décrété que jamais, au grand jamais, aucun de ses enfants n'irait foutre un pied sur un glacier. Ce à quoi je pense, elle n'a pas eu tout à fait tort, parce que ce que je connais de la montagne, c'est aussi beaucoup d'accidents, beaucoup de gens qui perdent des morceaux d'eux-mêmes. Enfin, c'est tous les alpinistes que j'ai rencontrés quand j'étais petit, il leur manquait un bout, hein. Franchement, c'est un sport très particulier, très dangereux, avec un taux de mortalité énorme. Et du coup, ça donne, avoir grandi dans ce milieu-là, ça fait que moi, j'ai un regard sur la montagne qui est assez particulier. Et j'adore la montagne, mais dans un sens aussi, j'en perçois la dangerosité, et même la moyenne montagne. Je suis toujours un peu étonné quand je vois les gens qui se lancent dans les randos, des trucs comme ça, ou dans le trail. Maintenant, il y a une grosse mode du trail, et qui sont très impréparés, je trouve, à ce que la montagne peut représenter en termes de dangerosité. Moi, je dis souvent, la montagne, c'est comme la mer. Tu te lancerais pas sur un bateau au pif pour aller au large, tu te lances pas dans la montagne au pif non plus. Faut se préparer, faut savoir où on va, faut réfléchir. Les gens qui vont faire genre le GR20 complètement au schnapps en n'ayant pas la moindre idée d'où ils mettent les pieds, je pense qu'ils sont dangereux pour eux-mêmes, mais ils sont aussi dangereux pour les autres, parce que les secouristes qui vont venir les aider, ça peut les mettre en danger, sans parler des autres personnes qui peuvent mettre en danger, simplement en n'ayant pas les connaissances des pratiques, des bonnes pratiques à avoir. Les randonneurs alpinistes amateurs les plus dangereux sont ceux qui ne se préparent pas, mais surtout qui n'écoutent pas leur corps et donc se fatiguent et se mettent en danger. Ouais, exactement. Moi, je pense que c'est ce qui m'inquiétait beaucoup quand j'ai vu Inox, c'est qu'au début, il y avait ce côté esprit shonen là, qui mettait vachement en avant, avec cet esprit de la performance. Et certes, il y a de la performance dans l'alpinisme, mais en fait, c'est énormément un jeu d'avoir conscience de soi, conscience de son corps, conscience des dangers auxquels on s'expose, parce que en fait, si tu veux te pousser, t'es pas sur une piste d'athlétisme. En fait, tu vas pas te tomber sur le côté et être de travers, peut-être gerber, des trucs que j'ai déjà vu quand je faisais de l'athlé, ou sur un ring de boxe où tu vas être pas bien, machin et tout. Non, c'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas être en danger de mort. Les gens autour vont être en danger de mort parce que tu vas les bloquer dans une situation hyper compliquée en termes de météo, en termes de position, hein. Imaginez, vous êtes sur un tout petit sentier, vous pouvez pas dépasser, il y a un mec qui est en train de faire une crise de panique ou qui est hyper malade et tout, et ça peut arriver, hein. Mais si c'est le cas parce que le type a voulu se dépasser parce qu'il croit qu'il est dans un shonen, là il met en danger tous les gens qui sont sur le sentier, ceux qui descendent, ceux qui montent, et il va falloir trouver une manière de redescendre le gars. Comment tu redescends le gars sur un sentier où déjà t'as du mal à te porter toi-même? Enfin, c'est vraiment très difficile. Donc j'étais très inquiet de ce côté-là au début sur les vidéos d'Inox, et surprise, pas du tout. Pas du tout. Il y a un peu ce discours-là dans certaines vidéos quand il est à Paris, mais dès qu'il est dans la montagne, il est accompagné par un guide qui s'appelle Mathis, et il écoute son guide. Vraiment, il écoute ce que dit le gars, il essaye d'apprendre, il n'est pas du tout dans une position justement de challenge, j'en fais trop, machin et tout. Il est hyper respectueux de la montagne, de la dangerosité de la montagne, et il le rappelle tout le temps, et ça, j'ai trouvé ça super. Sur le GR20, les gens en sandales dans le cirque de la solitude qui bouchent le chemin et mettent tout le monde dans la merde. Voilà, exactement, un exemple typique de truc dangereux auquel on pense pas forcément. Vous avez un type qui se lance sur une des randos, le GR20, qui est donc une rando en Corse, qui est considérée comme une des randos les plus dures d'Europe, mais aussi une des plus belles. Donc il y a des gens qui sont dans le coin qui disent « Ah, je vais aller à tel endroit, parce que c'est très connu ». Ils débarquent, ils sont pas équipés. Moi, le nombre de guides qui m'ont raconté des exemples, voilà, de gens qui partent trop tard, qui partent avec
typiquement des tongs ou des sandales sur des sentiers de montagne. Ils arrivent dans des zones où ils sont pas bien. Quand ils sont dans ces zones-là, ben du coup, ils sont dans la merde, donc ils bloquent le chemin. Donc les gens peuvent plus descendre ou monter dans les deux sens. Le problème, c'est que quand vous faites par exemple de la rando, c'est pas ultra dangereux la plupart des sentiers, tant qu'il pleut pas, tant qu'il n'y a pas d'orage. Et en général, les orages se déclenchent dans l'après-midi. Si vous êtes parti à la bonne heure pour arriver à votre refuge à telle heure, mais que vous êtes bloqué sur le sentier à cause de gens comme ça, et qu'il y a un orage qui se déclenche, là, tout le monde rentre dans un niveau de danger qui d'un coup passe de 3 sur 10 à 7 sur 10. Simplement parce qu'une personne a décidé de venir en tongs. Donc c'est des choses auxquelles il faut faire assez attention, hein. Donc voilà, pour essayer de situer un petit peu voilà, ma position par rapport à la montagne et aussi ce que je redoutais chez Inox. Et du coup, quand j'ai vu certaines des vidéos qu'il a fait dans sa préparation, donc moi j'ai vu sa vidéo du GR20, sa vidéo sur le Mont Blanc, donc il a l'air de me manquer une vidéo, je sais pas laquelle. J'étais plutôt content. J'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui était quand même respectueux de la logique de la montagne, qui était en conscience des dangers, quelqu'un qui s'entourait de personnes compétentes, qui écoutait ces personnes-là, et je me suis dit, ok, c'est pas mal. Ah oui, le Cervin, moi je l'ai vu, le Cervin aussi, ouais, pas mal du tout. Si, honnêtement, j'ai pris plaisir à mater ces vidéos. Déjà parce que je trouve que toutes ces vidéos sont d'une qualité incroyable. Et celle qui retrace sa toute dernière expédition, franchement, je la trouve tout aussi bien. Alors j'ai vu que les cinéphiles reprochaient à cette vidéo d'être sortie en parallèle dans les cinémas et que ça n'avait pas sa place dans les cinémas, que c'était pas un vrai documentaire d'alpinisme et tout. Franchement, je l'entends complètement. Je pense que j'ai pas un regard assez aiguisé pour savoir apprécier les subtilités et pouvoir m'exprimer sur le sujet, mais honnêtement, à regarder sur YouTube de façon gratuite, moi j'ai trouvé ça franchement d'une grande qualité. Je n'ai pas compris les gens qui disaient que c'était pas un documentaire, je ne vois pas pourquoi ce serait moins un documentaire qu'un autre film. Je trouve que c'est un film qui a toutes les caractéristiques du documentaire, simplement c'est pas ton documentaire Arte à papy, quoi. C'est un documentaire qui est intéressant, quoi, parce qu'il va réussir à proposer quelque chose, un objet un peu mix entre le format YouTube et ce que tu peux trouver sur du documentaire plus classique. À mon avis, c'est l'avenir, hein. Je veux dire, les vieux documentaires que personne regarde, à un moment donné, si personne les regarde, c'est parce qu'il y a un travail à faire sur la narration. Et à un moment donné, si on ne veut pas écouter ce que veulent les gens, c'est un peu dommage. Là, il arrive quand même à faire tenir les gens dans une salle avec un film qui dure plus de 2 heures, qui arrive à reprendre des codes du vlog, à reprendre des codes de la vidéo YouTube, tout en proposant quelque chose qui, dans son ensemble, soit vraiment une vraie grande proposition sur cinématographique, quoi. Je veux dire, novatrice. Moi, j'ai trouvé ça novateur. Et j'ai pas compris qu'on dise c'est pas du documentaire. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est le documentaire? C'est parce que les gens qui disaient ça, là, j'ai vu des critiques de cinéma YouTube en train de taper sur ça. Le docu, c'est pas votre référence du documentaire. Moi, je pense, par exemple, pendant mes études en anthropologie, on m'a fait regarder des films d'un gars qui s'appelle Jean Rouch. Jean Rouch, c'est un des créateurs du style documentaire qui a beaucoup influencé derrière la plupart des gens qui font du documentaire aujourd'hui. Mais la proposition de Jean Rouch, elle était ultra radical. Personne ne ferait du documentaire comme ça. Donc est-ce qu'on va dire que tous les docus aujourd'hui qui sortent sur Arte ne sont pas du documentaire parce qu'ils ne reprennent pas les codes de Jean Rouch? Franchement, si vous voulez vous faire une séquence cinéma ultra chelou, vous allez sur Dailymotion, vous tapez les maîtres fous de Jean Rouch. La vidéo, je crois qu'elle est en entier, je crois qu'elle y est encore. Mais vous allez vous prendre une tarte, hein. Vous n'allez pas comprendre ce que vous regardez, tellement c'est bizarre, hein. Et si ça, c'est la norme sur laquelle se basent les réalisateurs de documentaires, ils ont tous conscience qu'ils peuvent pas faire ça parce que sinon c'est indiffusable. Ils savent très bien que pour faire un docu, ils vont devoir proposer une narration qui soit plus accessible au public, et c'est ce qu'ils font. Et finalement, qu'est-ce que fait Inox? C'est exactement la même chose. Donc pour moi, c'est une évolution du documentaire dans une forme qui lui est propre et qui est moderne, et je trouve hyper cool. Enfin, je trouve que c'est vraiment, il y a vraiment un avenir là-dedans, hein. C'est une bonne chose, hein. C'est beau, mais dans le choix des images, il n'y a rien d'original, c'est du vu et revu, du docu bien occidental. Pas forcément. Pas d'accord avec ça, parce que dans le choix des images, je suis d'accord, il y a un peu des poncifs et des classiques, même pire que occidental. Il y a des poncifs du film de voyage agaçants au possible. Genre, j'en avais parlé par rapport à la vidéo sur Jérôme Jarre.
Moi, je ne supporte plus ces documentaires où on va dans un pays étranger, on filme des enfants, les enfants qui sourient, vous savez, le plan sur les enfants qui sourient, pauvres et mal habillés. On ne le ferait pas chez nous, quoi. Je veux dire, vous allez faire un documentaire en Suisse, vous n'allez pas commencer à filmer les enfants, à vous filmer avec des enfants, tout le monde trouverait ça chelou. C'est ultra cringe. Et pourtant, quand on est dans un pays où il y a des personnes racisées, un ancien pays, tu vois, colonisé, là, c'est normal. Ça, par exemple, c'est tout de suite quelque chose que j'ai pas apprécié. Mais pour le coup, c'est pas spécifique à Inoxtag, c'est spécifique à l'ensemble du cinéma un peu de voyage et des vidéos de voyage. Et c'est un truc qui me saoule, mais voilà, je suis pour en sortir. Mais là où moi, je trouve qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est la trame narrative. Le cinéma, c'est pas que des images, c'est une histoire, c'est la manière de raconter l'histoire. Et la manière de raconter l'histoire, là, elle est hyper intéressante. Le fait d'avoir utilisé les codes du vlog, de s'être basé sur la culture YouTube, tout en ayant l'ambition de faire une vidéo de 2 heures, il faut vous garder l'attention pendant 2 heures et jamais on perd l'attention. Le film passe tout seul. C'est très très réussi pour moi. C'est vraiment vraiment bien fait. Par contre, voilà, il y a les passages publicitaires au milieu. Ils détonnent, ne serait-ce que dans la manière dont ils sont filmés. C'est très bizarre. C'est pas filmé pareil, le rythme est pas le même. Il y a quelque chose, ça te sort un peu du film. C'est les seuls moments où quelque chose m'a sorti du film, c'est les passages publicitaires qui sont heureusement pas trop nombreux, mais voilà, il y en a vraiment un au milieu notamment où j'étais là, mais qu'est-ce que je regarde, je comprends pas quoi. Et j'attendais du coup de voir la dernière vidéo, l'expédition finale, pour me faire un avis complet. Et donc, le voici. Je pense qu'Inostag a bien réussi un truc dans ses vidéos. Il a apporté quelque chose de différent sur YouTube. Parce que des défis abracadabrantesques, il y en a plein sur la plateforme, y compris les trucs sportifs. Mais on n'avait encore jamais eu l'occasion de voir sur YouTube une préparation à de l'alpinisme et de l'expédition de haute montagne. C'est pas un feat avec un YouTuber, c'est pas non plus un truc marrant dans lequel on va faire des grosses blagues un peu lourdes. Ça se passe dehors, dans la nature hostile, ça va venir puiser dans tes forces mentales. D'ailleurs, ça va lui permettre de se démarquer complètement des autres youtubeurs de son style. Et ça le rend quelque part attachant. On s'identifie facilement à lui. On le voit progresser, prendre goût à la montagne, à l'effort que ça demande. En fait, c'est pas seulement la progression physique d'un mec qu'on regarde. On le voit grandir, devenir plus mature. Cette préparation... Ouais, c'est très humain, tout l'aspect, enfin en tout cas des vidéos que j'ai vues à chaque fois, déjà ses doutes, le fait de pas savoir faire, d'écouter, la peur. Moi j'ai bien aimé qu'il parle plusieurs fois de la peur. Grande absente des films d'alpinisme, j'ai toujours trouvé ça hyper dérangeant, où les mecs qui sont H24 vont dire ouais je peux mourir et tout, bien sûr je pense au fait que je peux mourir, et au fait que je vais laisser ma famille derrière moi, mais que veux-tu, c'est le jeu. Et ils font toujours genre qu'ils ont pas peur, qu'ils ont jamais peur quand ils sont sur les faces en train d'escalader des trucs où ils sont à 2 doigts de mourir et tout. Donc j'ai trouvé ça bien de ramener ce truc que tu ressens toi quand tu fais de la montagne ou même de l'escalade au début sur un petit mur dans un gymnase. Cette sensation du vide, cette sensation du danger, et le montrer comme quelque chose voilà, qui est pas simple. Et même si tu as envie des beaux paysages, même si tu as envie de la sensation hyper incroyable d'être dans la solitude de la nature et tout, il faut quand même te confronter à ça. Et j'ai trouvé ça chouette que ce soit montré. Les précédentes vidéos d'Inoxtag se passaient en France, sur le Mont Blanc et sur le GR20. Cette dernière vidéo va se passer au Népal, donc sur l'Ama Dablam, puis sur l'Everest. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans une précédente vidéo, mais personnellement, je suis toujours très cringée par les vidéos de voyage des Occidentaux. Et ce dernier documentaire au Népal, c'est vraiment un grand strike des choses qui me dérangent. Remettons les choses dans leur contexte. Inoxtag, c'est une star des réseaux, qui doit probablement être millionnaire aujourd'hui. Au Népal, plus de 20% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Une grande partie de l'économie touristique du pays repose sur l'organisation des treks dans l'Himalaya. Alors tout ça c'est vrai, et je le redis, moi l'image de voyage, je suis pas forcément ultra fan. Par contre par exemple là l'argument de dire le mec est riche etc, enfin je suis désolé, c'est exactement la même chose. Si vous allez en Himalaya demain et que si vous allez au Népal demain, c'est la même chose que ce soit vous ou Inoxtag, pour le coup il n'y a pas de différence fondamentale entre l'écart de vie, etc. Et cet écart, il est réel pour énormément de pays. On est dans un des pays les plus riches du monde. Donc quand on va quelque part, on incarne une forme de domination, c'est vrai. Et on incarne une forme de néocolonialisme, d'une certaine manière aussi. Ça, c'est clair. En arrivant au Népal, Inoxtag va donc avoir un choc culturel dont il ne se cache pas. On dirait c'est un bordel. Juste on dirait c'est le bordel. C'est ma chambre, mais en ville. Dans le documentaire, on a les grands classiques. Donc on a le petit discours un peu ethnocentriste, classique. Mais moi j'ai envie de vous dire, je parle en fait aussi en tant qu'anthropologue, mais moi quand je vois un docu Arte
sur un pays, mais je cringe autant que peut-être vous cringez quand vous voyez Inoxtag dire « Ah, c'est le bordel » quand il arrive dans un pays. Je cringe pareil. Régulièrement, en fait, vous allez avoir des remarques qui sont des remarques exotisantes quand vous allez regarder du cinéma en général. En fait, ce type de discours et ce type de narration et ce type d'image, je pense que ce n'est pas un problème spécifique. C'est un problème qu'en fait, on trouve partout, qu'on trouve en permanence quand on est dans nos représentations et nos discours sur l'autre, et aussi quand on est dans des discours qui sont censés être bienveillants. Moi, je suis très très dérangé par certains discours écologistes sur oui, dans tel pays, dans telle tribu, ils ont un rapport à la nature totalement différent, patati patata, où en fait on utilise un autre qu'on ne connaît pas, on l'exotise, on le vide totalement du sens que lui-même donne à ses propres pratiques pour donner un sens non pas à ses pratiques à lui, mais au nôtre, pour essayer d'expliquer le monde dans lequel nous on vit, la manière dont nous on vit, et c'est pas du tout la même chose. Et du coup, en fait, je trouve que ce regard de colon, effectivement, il y est, mais en fait, c'est un regard que moi, je retrouve absolument partout et que je ne vois déconstruit que dans très, 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 très peu d'œuvres. Je pense pas qu'il découvre spécialement la pauvreté, mais il est confronté en vrai en face de soi, ça fait prendre conscience. Quand tu vas dans une altérité, ce que nous, on appelle une altérité en anthropologie, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui est une culture qui est autre que la tienne, quoi, qui est vraiment radicalement en rupture avec ce que toi, t'as comme référence de l'ordinaire, ben ouais, tu viens un moment comme ça de décalage total et t'es totalement perdu. Et puis, il ne faut pas oublier que l'altérité nous fait voir la misère comme on ne la voit plus chez nous, parce que chez nous, l'ordinaire fait qu'on efface la misère des gens qui dorment dehors, la misère des camps dans lesquels on amasse aujourd'hui les personnes exilées, migrantes, la misère de la disparition des moyens de soins, d'éducation, du travail dans certaines zones rurales, etc. Tout ça, en fait, c'est une misère à laquelle vous êtes continuellement exposé, donc en fait, vous oubliez l'existence parce que c'est votre misère ordinaire d'une certaine manière. Il n'avait pas fait de passage d'introspection sur la différence de richesse, elle est certes un peu convenue, mais s'il ne l'avait pas fait, on aurait été les premiers à lui reprocher de fermer les yeux dessus. Oui, puis il y a une narration qui n'est pas obligatoire, notamment sur les Sherpas, où il parle aussi du fait que y en a certains qui n'ont pas forcément envie de retourner en montagne, mais qui retournent pour l'argent. J'insiste sur le certain, parce qu'on a un peu tendance à généraliser. Là, j'ai vu beaucoup de gens qui généralisaient un exemple à l'intégralité des Sherpas. D'ailleurs, les Sherpas, je tiens à le rappeler, mais c'est une ethnie, hein. Une ethnie au Népal. Le Sherpa, ce n'est pas l'intégralité c'est pas un métier, quoi, parce que souvent on a un peu l'impression que c'est un travail, mais en fait c'est par la force des choses devenu un travail. En fait, avant d'être des accompagnateurs en montagne, c'est devenu le terme qui désigne tous les accompagnateurs en montagne par un peu glissement sémantique. Mais en fait, c'est une ethnie qui est originaire. Alors je vous dis, le nom de la région, c'est Solukhumbu. Voilà. Et la région où se trouve justement l'Everest qui ne s'appelle pas l'Everest d'ailleurs, pour les personnes de l'ethnie Sherpa, qui lui donnent un autre nom, qui est le Chomolungma, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé Everest jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je ne sais pas comment ça se prononce. Mais voilà, donc c'est juste pour signaler que c'est un groupe ethnique local, et en fait, qui, par la force des choses, se sont retrouvés à accompagner et à guider régulièrement des occidentaux dans des explorations et des formes d'alpinisme, et ce qui a créé un glissement sémantique et qui fait qu'aujourd'hui on désigne par Sherpa les personnes qui sont les accompagnateurs en montagne dans ces zones. Mais il ne faut pas oublier que cette relation est non seulement rémunérée, mais qu'il existe une grande différence de rapport de force entre les deux. Ces Sherpas sont payés, et ils sont payés pour trimer. Mon petit, il a 30 kilos sur le dos, ce gros malade. Nous, on doit avoir combien, Mathis? 10, 15 ou 20? Et l'image qui fait mal et qui a bien tourné sur les réseaux, c'est celle-ci. Inoxtag au premier plan, souriant, et derrière, les Sherpas qui portent des sacs plus gros qu'eux. Je vais être totalement en désaccord, mais pas avec Sabine, avec toutes les personnes qui en ont parlé, parce qu'il y a énormément de gens qui ont fait cette critique-là, en mode Inox, c'est un colon, il est là, il exploite des gens, regardez ce qu'ils font au Sherpa, c'est ignoble, patati patata. Donc on va parler de la montagne, on va parler des guides, on va réfléchir à ce que sont et ce que font les Sherpas, et je suis allé bouffer quelques articles avant pour avoir vraiment des sources, et ça va pas être que mon avis, je vais vous donner le nom des personnes et des travaux de chercheurs sur lesquels je m'appuie, pour sortir un petit peu de quelque chose qui là, je crois, est une vision, finalement, une vision ethnocentrée, c'est-à-dire que c'est une vision d'occidental sur les Sherpas, la vision critique, pas que la vision de Sabine, de toutes les personnes qui ont parlé des Sherpas, qui se sont finalement peut-être pas assez posées de questions sur en fait c'est quoi exactement, qui sont-ils, comment est-ce qu'ils conçoivent leur propre profession, comment est-ce qu'ils se positionnent dans leur propre champ culturel, etc., etc. Donc est-ce que c'est de la colonisation ou pas, et comment ça fonctionne? Et
On va commencer par faire un petit détour par l'histoire de l'alpinisme en Europe et notamment en France. Parce que je pense que c'est assez important de faire ce petit passage pour essayer de comprendre en fait comment se construisent les professionnalisations autour de la montagne. L'alpinisme, en fait, ça apparaît au 18e. Donc, qu'est-ce qui se passe? En gros, on a des bourgeois très riches qui sont travaillés par l'imaginaire du moment, qui est l'imaginaire romantique, où la nature est mise au centre des tableaux, des œuvres, des poètes, des auteurs, etc. Et en gros, les riches, ils ont un fantasme de la nature. Ils ont envie d'aller dans la nature. Et donc, ils vont commencer à aller près des zones de montagne. Mais pas pour faire des sommets. À l'époque, c'est pas du tout l'intérêt des gens. Ils veulent pas faire des sommets. Ils veulent aller faire le tour en fait des villages, des petits sentiers autour des villages. Et pour ça, il leur faut des guides. Il leur faut des gens qui connaissent les sentiers, qui savent où aller et qui savent où sont les jolis points de vue. Donc, ils vont prendre l'habitude de se faire accompagner par les villageois du coin. Donc, en fait, la naissance du guide de montagne en Occident, qui va servir de modèle aux Sherpas plus tard, hein, donc les Sherpas qu'on voit dans le documentaire d'Inox, c'est basé sur ce modèle-là. En fait, au départ, c'est des gens qui sont littéralement des paysans du coin, qui sont à côté d'une zone où il y a des montagnes un peu jolies, et à qui on demande, en gros, d'aller balader des riches, quoi, hein, d'une certaine manière. C'est intéressant pour plusieurs choses, parce que déjà, ça montre que en Occident comme ailleurs, la professionnalisation de la montagne ne se fait pas par les populations locales. C'est les populations locales en général, en fait, elles ont une autre activité, ce qui est le cas des Sherpas par exemple, qui, comme les populations au pied des Alpes, etc., sont au départ des populations qui sont plutôt tournées vers l'agriculture, l'élevage, et qui ne voient pas vraiment de raison d'aller au sommet des montagnes. Et les Savoyards, les gens des Alpes et tout, ils se retrouvent comme ça à avoir une nouvelle clientèle qui est riche, qui a de l'argent, qui ne venait jamais chez eux, et on a la première profession de guide. Tout ce que je vous dis là, ça se base sur les travaux de deux historiens qui s'appellent Renaud de Belfond et Steve Agimon. Le problème, c'est que les clients vont commencer à avoir de plus en plus d'exigences. Pendant des années et des années, ils vont amener des demandes, des attentes, ils vont être là en mode... Oui, on a vu qu'en Suisse, il y avait des Norvégiens, ils avaient des trucs bizarres aux pieds, c'était des longues planches en bois et ça leur servait pour descendre les pentes. Ce serait quand même super si on pouvait faire ça la prochaine fois qu'on vient. Et du coup, il faut apprendre à faire du ski. Donc les mecs faisaient pas de ski, par exemple, en France. Les montagnards en France faisaient pas de ski, ils étaient pas du tout chauds pour faire du ski. C'est la clientèle qui, étant en demande, a fait venir des formateurs qui venaient de Suède, de Norvège, de pays où ça skiait, pour apprendre le ski aux montagnards locaux en France. Donc on a fabriqué le montagnard. C'est marrant parce qu'on a l'impression, quand vous voyez les montagnes françaises, que le modèle du montagnard avait toujours existé. Mais en fait, le montagnard a été en partie fabriqué par la relation, en fait, avec une clientèle parisienne qui venait, et une relation qui est une relation de subordination. Le ski, c'était utilitaire pour se déplacer. Il n'y avait pas de ski. Il n'y avait pas de ski. Le ski, c'est au XXe siècle que ça arrive en France. Les mecs ne skiaient pas. Et du coup, c'est importé. Et les mecs apprennent à skier, et puis il y en a qui s'y mettent, il y en a qui s'appelaient et tout. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la demande va créer par la force des choses une professionnalisation. C'est-à-dire que d'un côté, t'as une clientèle riche qui veut faire de la montagne, de l'autre, t'as des gens qui, dans ces zones-là, sont dans des positions sociales extrêmement subalternes de base, à savoir l'agriculture et l'élevage en zone de montagne. Autant dire que c'est la galère. C'est la galère de la galère. Il n'y a rien qui pousse. T'as 3 vaches. Enfin, c'est une galère. Et en fait, ces gens-là, ils voient en fait une opportunité. Et c'est là où il y a une première chose importante, c'est de comprendre que ces gens ne sont pas que des gens qui subissent. Le guide européen, et ça va être la même chose, vous allez le voir tout à l'heure avec les Sherpas, mais le guide européen à ce moment-là, il a une agentivité, il a quelque chose où c'est lui-même qui peut prendre des décisions et qui peut se dire ouais, attends, mais là je suis en train de plumer les Parisiens, je suis en train de me faire des sous et tout. Moi j'ai des souvenirs d'anecdotes avec des mecs, des grands-pères et tout à la montagne, qui te racontent encore à combien ils ont vendu une omelette à des Parisiens et ils sont morts de rire, et ça fait 50 ans qu'ils racontent l'histoire parce que c'est le meilleur moment de leur vie, parce que c'est une revanche sociale. À mesure que ces gens deviennent des guides, à mesure qu'ils cultivent la connaissance
de la montagne, eh ben en fait ces gens-là ils vont changer d'image. Au début c'est des accompagnateurs paysans, tu vois, c'est le paysan pas très respecté. Après ça devient le guide de montagne, puis ça devient de plus en plus des spécialistes. Et en fait dans les années 50, c'est que dans les années 50 en France, mais ça a mis du temps, hein. Mais qu'on a vu s'installer une espèce d'inversion du rapport de force entre guide et client, et j'insiste sur les mots guide et client, où on a cette naissance des premières confédérations de guides à Chamonix notamment, qui vont avoir l'image valorisée qu'ils ont aujourd'hui, d'être les maîtres de la montagne, les mecs qui dominent totalement le truc, etc., etc. Et donc cette image du montagnard qui a toujours fait de la montagne chez nous, en fait, il faut bien que vous vous rendiez compte que c'est un rapport financier, capitaliste au départ qui a fondé ça. Et c'est pour ça que les gens sont hyper choqués par les Sherpas. Là, j'arrête pas de voir des discours qui passent depuis la sortie du truc d'Inox en mode « Mais ces gens, ils sont obligés d'aller dans la montagne, c'est pas normal, ils veulent pas vraiment être dans la montagne. » En fait, c'est plus compliqué que ça. En fait, c'est une proposition professionnelle et un espace professionnel qui existe effectivement par la demande d'une clientèle bourgeoise, mais pour autant, en fait, c'est quelque chose qui va permettre de construire des espaces de professionnalisation et de valorisation qui n'existeraient pas sinon. Et on a vécu exactement la même chose dans nos propres pays, au point qu'aujourd'hui, ça s'est tellement installé que les gens ont oublié. Ils ont l'impression que des guides de haute montagne, il y en a toujours eu, que des gens, ils étaient tout le temps en train d'escalader les sommets des montagnes, alors que pas du tout, hein. Donc il y a des transformations, si vous voulez, voilà, il y a des transformations professionnelles qui sont liées à la professionnalisation autour de l'arrivée d'une clientèle et d'une demande sur la montagne, sur des populations paysannes. Ça, c'est ce qui se passe en Europe. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a exactement le même modèle lorsqu'on regarde ce qui se passe au niveau des Sherpas. Parce que, comme on l'a dit au début, les Sherpas, c'est une ethnie. C'est des gens qui se retrouvent par la force des choses à être dans une zone d'intérêt pour les colons anglais. Qui est que, il y a un moment où ils se rendent compte qu'ils croyaient qu'il y avait telle montagne qui était la plus haute du monde, et il y a quelqu'un qui passe par là et qui dit, vous savez, quand même, il y a une montagne là-bas, elle a l'air un peu grande, hein. Donc ils se disent, est-ce que ça vaut pas le coup qu'on aille mesurer? Et pour mesurer, c'est la galère, parce que la zone elle est pas hyper praticable, il faut se faire accompagner, il faut se faire aider, naninana. Donc on va commencer à récupérer du côté des populations locales, des personnes qui sont en capacité d'accompagner, à nouveau, pas sur les sommets, mais sur les alentours, pour pouvoir faire des mesures. Et donc on va prendre les gens du coin, donc les Sherpas, les gens de l'ethnie Sherpa. Donc il y a un groupe de paysans qui sont dans l'espace social et dans les dynamiques sociales pauvres, dévalorisés, pas forcément mis sur un piédestal par rapport au reste des communautés du Népal, puisque le Népal a beaucoup de communautés différentes, qui vont se retrouver un petit peu à se spécialiser dans l'accompagnement et le portage d'altitude. Ce qui va en fait créer une dynamique interne, parce que oui, il y a une position de domination, de la même manière qu'avec les porteurs européens. Je sais pas si vous suivez le parallèle, mais je pense qu'il est hyper important le parallèle, parce que il faut absolument en fait se rendre compte que c'est des dynamiques, et qu'effectivement il y a une dynamique au début qui est ultra coloniale, etc., mais qui en même temps est avantageuse pour le groupe dévalorisé, qui se trouve une agentivité là-dedans, qui se trouve en fait des espaces où il va pouvoir en fait changer progressivement de statut social, acquérir une forme de richesse dans une situation où économiquement il était dans la même galère que les mecs en Europe dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire il faut faire des cultures, il faut faire de l'élevage dans des zones qui sont extrêmement dur en termes de conditions de vie, donc c'est pas simple. Et donc oui, il y a des inégalités avec les clients, clairement en montagne, puisque petit à petit, il va se créer un tourisme de la montagne, un tourisme des sommets, mais en fait, c'est comme avec les guides en Europe, il va y avoir une rupture qui va se faire de plus en plus nette avec la figure subalterne du porteur qui est soumis, qui peut rien dire, etc., et qui va de plus en plus prendre une figure différente, celle de l'expert. Il y a, si vous voulez, un basculement où on passe de t'es un porteur à, d'un coup, t'es une figure locale d'expert, de maître des montagnes, exactement comme les guides de Chamonix. Et ça, je trouve que dans le film, on le voit. À un moment donné, ces gens ne sont pas présentés, les Sherpas, comme des mecs qui portent des sacs lourds. On voit effectivement que le gars porte un sac lourd, là. Dorje qui porte son sac de 30 kilos, effectivement, ils le disent. Mais il est souligné aussi en permanence que c'est eux qui ont les derniers mots sur les moments où il faut y aller, les moments où il ne faut pas y aller. C'est eux qui disent ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Ils sont toujours écoutés. Mathis, il est guide de haute montagne.
il écoute en permanence ce que disent les Sherpas, et ça montre bien qu'à un moment donné, en fait, c'est pas des subalternes. Et ce qui m'a énormément posé problème dans les critiques qui ont été faites, c'est que finalement, elles nient aux Sherpas leur propre agentivité. Elles leur enlèvent le fait qu'eux-mêmes se perçoivent comme des acteurs du monde qui font des choses et qui ne sont pas juste des gens qui subissent une domination. Et en fait, en ayant ce regard, et là je le dis pas par rapport à la vidéo de Sabine, hein, mais je le dis par rapport à beaucoup de critiques que j'ai vues, où on dit en permanence « Ah mais regardez, il les exploite, il les machins, il les etc. » J'ai trouvé ça extrêmement rabaissant pour des gens qui, dans le monde de la montagne, en fait... ont une image qui est en fait, je pense, qui est hyper valorisante pour eux et qui ne mérite pas un misérabilisme pareil. Je suis d'accord avec toi, le misérabilisme est insupportable, il faut absolument reconnaître leur agentivité et spécialisation. Ce qui m'interroge tout de même, c'est le poids. Là, on a des gens qui littéralement portent 30 kilos de matériel sur le dos. Le coût pour le corps est inévitable, non. Très bonne question. Un peu comme chez nous, même si on peut faire des choix concernant nos emplois, c'est souvent peu satisfaisant et on se retrouve quand même obligé de bosser pour la plupart. Oui, et ça veut pas dire que ces gens échappent aux logiques capitalistes, ça veut pas forcément dire qu'ils font exactement ce qu'ils veulent, mais ça veut dire que pour ces gens, peut-être que dans leur monde, ils se disent « Ouais, mais quand même, je suis un chef d'entreprise, ce que je fais, c'est pas rien, je suis fier de moi, j'ai le prestige d'être dans ces milieux de la montagne. » De la même manière, d'ailleurs, que quand on voyait les mecs chargés, il y avait des gens qui disaient « Ouais, il emploie de ces gens comme si c'était des mules. » Moi, le terme mule, il m'a hyper choqué. J'étais là, mais comment vous pouvez dire un truc pareil? C'est pas normal. Et déjà, en fait, je trouve ça hyper déshumanisant de parler d'humains comme ça. Mais ensuite, en plus, je me suis dit, mais à quel point il faut être ignorant de la montagne pour ne pas reconnaître une compétence professionnelle au fait d'être capable de porter le sac que porte le mec là dans l'image que vous voyez. Et de pas se dire qu'en fait, ça, c'est pas juste de la force. Ça, c'est de la compétence. En fait, je veux dire, pour avoir quand même passé beaucoup de temps dans la montagne, le réglage d'un sac et la taille des sangles et comment tu mets tes sangles, je peux vous jurer que vous pouvez faire 4 heures de conversation avec des gens de la montagne sur ce sujet-là. Et être capable de porter 30 kilos dans les circonstances et les situations dans lesquelles ils sont, ça demande une somme de compétences énorme, énorme, énorme. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui parle de white saviorisme, mais je suis d'accord, il faut faire un peu attention au white saviorisme et se dire, oui, il y a une pénibilité du travail et effectivement, le corps est soumis à des tensions qui vont avoir des répercussions plus tard. Mais ça, alors, c'est la dynamique du capitalisme. Et je suis d'accord que pour ça, je suis pas forcément pour, mais cette pénibilité du travail, si on la dénonce avec les Sherpas, enfin, je ne comprends pas pourquoi il y a une indignation supérieure quand on parle des Sherpas. Je veux dire, je vous rappelle que les personnes qui font la caisse dans les magasins, la caissière de votre magasin Carrefour à côté de chez vous, porte plus de charges en une journée qu'un ouvrier du BTP. Ça, c'est des chiffres qu'on n'a pas en tête. À force de déplacer, boum, 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 en charge cumulée, c'est plus de charges qu'un ouvrier du BTP dans des postures qui sont merdiques pour le corps et qui créent des troubles musculo-squelettiques. À un moment donné, oui, il y a le travail dans l'espace capitaliste par le fait que c'est un travail qui est toujours pensé d'abord par l'accumulation du profit et donc pas par la protection des personnes, effectivement, crée des blessures, met les corps en danger. Et ta question a été très légitime, Wichifé, hein, mais je pense qu'il faut justement avoir un regard qui soit moins misérabiliste et moins spécifique à ce qui se passe là, dans ces cas-là. D'un coup, on est tous là, mais quoi? De la pénibilité du travail? Mais de la pénibilité du travail, oui, mais d'accord, mais vous avez la même en bas de chez vous, hein. C'est clair, pas besoin d'aller au Népal pour trouver des exemples de pénibilité du travail. Ouais, exactement. Et je te rappelle qu'en plus, il y a des règles et tout, qu'il y a de plus en plus d'encadrement. Donc effectivement, au début, la pratique s'inscrit dans une forme de néocolonialisme, de la même que la partie s'inscrivait dans une forme de parisianisme en France, avec une domination de classes bourgeoises dominantes sur des classes subalternes qui imposaient des pratiques. Et justement, on voit qu'il y a de plus en plus de renversements en fait là-dessus, et que ça crée des dynamiques. Ces gens se perçoivent eux-mêmes comme des acteurs du monde, et justement, je trouve que l'exemple de Maniche, il est bon. Il a une ambition personnelle. Maniche, il veut aller au sommet. Et je trouve ça bien que cet arc narratif il soit mis en avant dans l'histoire, que nous montre pas que le type comme un mec soumis, ah là là, je dois gagner mon argent, machin. Non, le gars veut faire le sommet, mais parce que professionnellement, je pense que ça a une valeur aussi. Il sait qu'après, il pourra dire qu'il l'a fait une fois et que donc, du coup, ça lui offrira une clientèle plus importante et tout. Et cette agentivité, on la voit d'ailleurs, si vous vous intéressez à l'alpinisme, on voit que les Sherpas maintenant revendiquent leurs propres exploits. On a Angrita Sherpa, qui est un alpiniste népalais qui a fait 10 fois l'ascension de l'Everest sans oxygène. On a Mingwa Sherpa, le premier alpiniste népalais qui a fait les 14 plus hauts sommets du monde. On a justement des Sherpas qui se mettent en avant dans un narratif local
qui est pas justement un narratif de personnes juste dominées qui se fait écraser par les autres. Hein. Mathis Dumas avait fait un post Insta où il y a 6 mois parlant de Ilan Uru, Los Sherpa et Manish, où il expliquait que l'an dernier leurs clients les ont plantés, qu'ils n'ont pas pu aller au sommet. Ouais, je me rappelle, ils en parlent un peu dans le film de cette histoire. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tout le monde parle des risques aussi que prennent les Sherpas, les risques pour la vie, tout ça et tout, mais Mathis, il prend les mêmes risques. Mathis aussi, il est dans une relation professionnelle avec Inox, c'est pareil, c'est un guide. Pourquoi il y a un traitement différencié qui est fait dans ce cas-là? À nouveau, enfin, je veux dire, oui, il y a des relations financières, mais ça, je trouve que c'est pas une mauvaise chose que ce soit montré dans le film, c'est pas caché. Moi, ce qui m'aurait dérangé, si vous voulez, dans ce film, ce qui m'aurait énormément dérangé, c'est que Inox se présente juste comme l'ami des Sherpas. Ce qu'il aurait pu faire, parce que c'est un gars, on voit qu'il a du contact, il a un bon contact avec les gens, donc tout de suite, ça rigole, ça joue, machin et tout, c'est marrant. À un moment, on se dit, on pourrait se dire, ah ouais, non mais regardez, c'est vraiment ses amis, son proche. Il fait pas ça. Il montre bien qu'il y a une relation professionnelle, il montre bien qu'il y a une transaction financière. Il souligne le fait que pour certains Sherpas, retourner dans la montagne, bah c'est vraiment pas une volonté, c'est juste un boulot. Il ne se place pas autrement que comme client. Donc il le dit clairement, il est client, mais comme il ne cache pas le fait qu'il est client de Mathis, ils s'entendent bien, ils sont potes, machin, mais à un moment donné, il y en a un qui paye et l'autre non. Et ça, en fait, c'est une bonne chose. Moi, ce qui me dérange beaucoup plus pour regarder énormément de films d'alpinisme, c'est de voir exactement les mêmes dynamiques. Mais cette fois, le mec qui grimpe tel ou tel sommet ultra dangereux, c'est un occidental hyper sûr de lui, monsieur le grand spécialiste de l'alpinisme qui a déjà fait tous les grands sommets. Lui, il arrive, il est plus sûr que lui que les autres. Il écoute pas les Sherpas quand ils lui donnent des conseils ou des avis. Il les place en position subalterne. Il ne pense qu'à son record et le truc qu'il veut établir. Et là, on a des positions qui sont beaucoup moins justes, j'ai l'impression. Hein. Parce que vient l'idée du choix. Mathis a choisi d'être guide, les Sherpas pas forcément. Ça, moi, je ne comprends pas que vous disiez ça, Alexandre. Mais sur quoi tu te bases? Moi, je te dis sur quoi je me base. Hein. Je me base sur le travail de l'anthropologue Eric Boutroy et sur le travail de l'anthropologue Lionel Obadia, qui sont deux personnes qui ont vécu là-bas, travaillé là-bas, qui ont interviewé des Sherpas. C'est pas un avis voilà, à la volée. En fait, les Sherpas qui guident en montagne, ils font un choix. Mais alors, bien sûr, il y a des contraintes économiques qui dictent ce choix, mais de la même manière que les premiers guides en Occident faisaient ça. Et je le redis, c'est des gens qui ont leurs revendications, qui ont leur volonté, qui essayent de mettre en place des revendications politiques aussi. Hein. En 2014, les Sherpas ont réussi à obtenir 10 000 € de versement aux familles en cas de décès, 2 700 en cas de blessure, 4 500 pour couvrir les frais de sauvetage en cas d'accident. On voit que c'est pas parfait. En fait, je suis pas en train de vous dire « Ah, mais c'est merveilleux, c'est génial, tout ce qui se passe autour des Sherpas, etc. » Je suis en train de vous dire « Ne déshumanisez pas les gens en parlant à leur place. Il faut écouter les gens. » À un moment donné, en fait, au Népal, grâce à l'alpinisme, il y a une réinvention des statuts chez les professionnels népalais. Et à un moment donné, au départ, effectivement, c'était des positions très néocoloniales, très subalternes, qui sont en train de se modifier énormément. Et qui vont permettre aux Sherpas d'obtenir des positions sociales qui, pour eux, sont vécues de manière valorisante. Et c'est pas à vous de leur dire qu'ils devraient le vivre comme ci, devenir comme ça. Ça, c'est du white saviorisme, et c'est pas une bonne chose. C'est super délicat comme sujet parce que d'un côté, on risque de déshumaniser les Sherpas, de l'autre, en soulignant leur agentivité, on risque d'être perçu comme défendant le capitalisme et l'oppression, ce qui n'est pas le cas. C'est là où moi je pense qu'il faut être un petit peu plus nuancé, c'est comprendre que oui, il y a des dynamiques de domination qui sont spécifiques au capitalisme, ces gens s'inscrivent là-dedans, il faut faire attention à certaines postures néocoloniales, c'est clair qu'il faut faire attention aux dynamiques de domination. Pour autant, je pense qu'il faut quand même avoir une forme de respect aussi pour les gens et pour leur propre discours sur eux-mêmes. Et quand tu écoutes les concernés, je suis allé chercher tout ce que j'ai pu trouver, il n'y a pas tant de choses, mais il y a quand même des trucs. Par exemple, il y a le fait que les Sherpas ne demandent pas du tout l'arrêt des expéditions occidentales, mais vraiment pas du tout. Dans leurs revendications, c'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est un contrôle de leur activité. Ils ont fondé en 2002 une association qui s'appelle la Nepal Mountaineering Instructor Association, excusez-moi mon accent. Et ce qu'ils demandent en fait ces gens-là, c'est en gros de réussir en fait maintenant à pouvoir former des gens localement sans avoir à passer par les pays occidentaux, puisque beaucoup des Sherpas aujourd'hui qui pratiquent en très haute montagne sont des gens qui ont été formés notamment en France par les écoles de guides françaises et dans d'autres pays.
C'est des gens, voilà, c'est des gens qui veulent maintenant pouvoir se former entre eux, pouvoir avoir leurs propres critères de formation, et ça veut dire aussi devenir un peu une corporation professionnelle qui veulent en fait au maximum avoir des espaces où c'est eux qui vont fixer leurs propres règles, et ils essayent de le faire. Le développement de l'alpinisme, en fait, ça a restructuré l'économie locale. Ça a changé les statuts autochtones, c'est-à-dire entre les différents groupes locaux, et c'est devenu un espace d'ascension sociale. Et ça, vous pouvez rien y faire. Et dire non, il faut arrêter, machin, etc. C'est pas, c'est pas écouter ces gens-là. Et c'est quoi la proposition, en fait? La proposition, c'est de dire plus personne ne fait d'expédition en Himalaya. Comme ça, ces gens, ils se retrouvent dans une situation d'extrême précarité dans un pays qui est dans des dynamiques politiques complexes, où ils vont pas avoir le maximum d'opportunités. Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc moi, je pense pas que c'est anormal de travailler avec ces gens dans ce contexte. Ce qu'il faut, c'est être attentif aux dynamiques d'exotisation, quoi. Et aux dynamiques de domination. Et ça, pour moi, dans le documentaire, ça va, quoi. Parce que, en fait, il y a clairement, à un moment donné, une dynamique économique, mais il n'y a pas une domination professionnelle. Inox ne se met pas en position d'expert, il ne sort pas de sa position de client, il écoute systématiquement ce que lui disent les mecs quand ils lui disent quelque chose, il les présente pas comme juste ses amis, il explique bien que c'est des gens-là qui font ça pour bosser. Pour moi, tout ça va, quoi. Ça va, je suis beaucoup plus dérangé par certains films d'alpinisme, plusieurs trucs dans les films d'alpinisme qui me dérangent beaucoup plus que ça. Déjà, les films d'alpinisme où l'Européen arrive en mode méga dominant, c'est lui qui sait mieux, c'est lui qui va faire des trucs incroyables et tout. Mais aussi les films sur les mecs qui vont dans ces zones-là et qui prétendent tout faire tout seul. Parce que dans les critiques à Inoxtag pour ce film-là, il y a des alpinistes qui sont des grands alpinistes français, machin et tout, qui sont allés dire oui, c'est n'importe quoi, de toute façon, là, le vrai style alpin, c'est d'escalader tout seul, t'as besoin de personne, nanani, nanana. Sauf que ça, c'est de l'appropriation culturelle, littéralement de l'appropriation culturelle. Aller tout seul en Himalaya, faire la montagne sans avoir personne pour t'accompagner, sans payer les locaux, sans faire circuler justement un peu l'argent au bénéfice des gens du coin, en prétendant que toi t'as pas besoin parce que t'es l'expert occidental bien meilleur et supérieur dans ta technique et que tu peux tout faire, c'est pas top du tout. Parce que non seulement c'est faux, c'est pas vrai, tu ne fais jamais de montagne seul, ça c'est un mythe, et ça on en reparlera sur la question de la morale du film peut-être, mais ça c'est un mythe. Mais en plus, quand tu fais de l'alpinisme, quoi que tu fasses, tu t'appuies toujours sur l'infrastructure locale, sur les tracés, sur des connaissances qui ont été obtenues par le travail des locaux, qui ont mis leur vie en danger pour ça, et il faut qu'il y ait une rétribution financière ou au moins symbolique dans ce genre de situation. Et on enlève tout ça. Et puis en réfléchissant à ce qu'il disait et à ce qu'il défendait, je me disais, attendez, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est quoi cet imaginaire ultra dominant et colonial de la supériorité occidentale? Vous savez, genre, les locaux sont là à m'applaudir. Regardez comme je suis fort. D'ailleurs, dans ces documentaires, il y a toujours cette scène ultra gênante où t'as la personne occidentale qui fait le truc que les locaux n'ont jamais réussi à faire. Et les locaux sont là en train de dire, ah oui, il est vraiment très très fort, il est vraiment très très fort. Alors que c'est une personne qui va de toute façon s'appuyer sur des savoirs oraux, des savoirs techniques qui sont acquis par les gens sur place, en fait, d'une certaine manière. C'est pas un peu la posture de Mike Horn, genre ce côté surhomme et surexpertise face aux autres? Je n'osais pas le dire, mais c'est exactement à lui que je pense. Ce discours de la montagne, c'est de l'appropriation culturelle. Tu vas quelque part, tu vas dans un endroit où les gens ont fait déjà les tracés, parce que par là où tu passes, c'est là où tout le monde passe, et ça veut dire que ça a été aménagé par les autres, même si tu prends pas les cordes fixes et tout, il y a toujours un moment donné, tu vas aller vérifier la topographie, etc., etc. Donc c'est faux. Donc voilà, donc je pense que voilà, on a peut-être fait un petit tour sur la question des Sherpas, mais je pensais que c'était quand même assez important de remettre un peu les points sur les i et de dire, mais finalement, est-ce que c'est pas le discours sur le pauvre Sherpa misérable qui est un problème? Je le redis, c'est pas spécifique au discours de Sabine, parce que j'ai fait une très longue aparté. C'est plutôt un discours que j'ai vu partout. Finalement, Sabine, elle en parle assez peu dans sa vidéo, et je le redis, j'aime beaucoup le travail de Sabine, c'est pas du tout pour la critiquer personnellement, hein. Mais le truc qui me dérange le plus, c'est finalement le projet lui-même, à savoir de monter l'Everest. Pendant sa préparation, Inoxtag parle pas mal des gens qui ne croient pas en lui, qui pensent qu'il va abandonner. Les discussions autour du projet se résument à ça, à sa capacité ou non à y arriver. Alors que l'ascension de l'Everest est polémique pour des raisons très légitimes,
qui pourtant ne remettent jamais en cause son projet. L'ascension de l'Everest est devenue de plus en plus populaire ces dernières années, et ça provoque une affluence dangereuse sur le plus haut sommet du monde. Cette affluence a pour conséquence la pollution du site. Il y a trop de monde, donc trop de déchets. Le Népal organise régulièrement des expéditions pour nettoyer la montagne, mais celles-ci sont également dangereuses, et un Sherpa a perdu la vie il y a quelques années au cours de l'une d'entre elles. Et surtout, cette affluence génère des embouteillages mortels d'alpinistes sur la piste qui rejoint le sommet. Les gens... D'ailleurs, sur le risque mortel, juste rapidement, mais voilà, pour boucler sur ce qu'on disait, le risque mortel est le même pour Mathis que pour les Sherpas du coin, et c'est un risque économique. C'est le même pour toutes les personnes qui sont accompagnateurs de guides en montagne. J'avais cherché le chiffre des décès, qui est très important. Un tiers des 315 morts répertoriés en un siècle sur les pentes de l'Everest sont des Sherpas selon l'AFP, qui rapporte des chiffres des autorités népalaises. Pour un salaire moyen de 3 600 € par saison, environ 60 000 roupies. Cela dit, sur l'Everest, ils sont mieux payés, c'est plutôt entre 5 000 et 8 000 $, plus 500 € s'ils arrivent à faire le sommet de bonus. Sont littéralement au coude à coude. Les réserves d'oxygène ne sont pas suffisantes pour l'attente parfois très longue au sommet, et régulièrement des gens meurent par manque d'oxygène. La montagne est tellement impraticable que les morts sont abandonnés sur place en fait, et qu'il faut parfois les enjamber ou les contourner pour atteindre le sommet. Tout ça... Ça, moi, je trouve que c'est plutôt bien montré dans Kaizen, tout ce qu'elle est en train de dire, le fait qu'il y a des embouteillages au sommet, le truc des bouteilles d'oxygène, ils se font même voler 2 bouteilles d'oxygène, à un moment dans le film, ils sont hyper choqués. On le voit dans le documentaire d'Inoxtag. On voit les déchets, on voit le monde sur le sommet, on voit des gens entre la vie et la mort sur le chemin, on voit même l'alpiniste mort il y a quelques années et qui a été abandonné dans un coin. Inoxtag est aussi témoin du drame de cette année. Un bout de la piste s'effondre et entraîne avec elle plusieurs alpinistes. Ça fait quand même beaucoup de choses sur lesquelles il faut fermer les yeux pour atteindre son rêve. Bon, ok, l'affluence touristique de l'Everest est en train de détruire le site, mais c'est mon rêve, donc bon. Faut un peu exploiter les locaux pour arriver jusqu'en haut, mais c'est mon rêve, donc bon. Parfois les gens meurent et il faut les enjamber, mais... Donc bon, avec cette mentalité, on peut faire... Enfin, c'est pas comme si la personne mourait devant lui. On voit plusieurs fois qu'il se préoccupe de gens qui croisent, qui leur demandent si ça va, qu'ils essayent de justement de pas être les connards qui passent à côté des autres. Il y a une scène intéressante à la fin d'ailleurs. À un moment, il file une bouteille d'oxygène à un gars qui est en malaise sur le bord de la pente. Donc je trouve pas que ce soit hyper juste parce que justement je trouve pas qu'il ferme les yeux. Ouais, je suis d'accord avec toi, Yannel, il monte, il en parle, il le dit plusieurs fois, il est choqué. Et d'ailleurs, on voit, parce qu'il a fait beaucoup de montagnes, qu'au final, c'était l'objectif d'aller au sommet, mais que de loin, c'est la montagne dans laquelle ils apprécient le moins l'ascension. Ils passent un très mauvais moment. Les 3 quarts du temps, ils sont dans la foule, et le gros du mental, c'est pas l'escalade et l'altitude, c'est l'embouteillage. Pour moi, les critiques de la vidéo tournent en effet essentiellement sur des critiques de l'alpinisme et du business que c'est devenu, en plus des discours très développement personnel. Sur le business de l'alpinisme, je suis d'accord, mais je trouve que finalement, c'est un film qui le dénonce et qui le montre plutôt bien. Et c'est assez rare pour regarder quasiment tous les films d'alpinisme qui sortent que ces questions-là soient soulevées. En tout cas, moi, ça me choque pas. Ce soit pas un documentaire parfait sur l'alpinisme. Enfin, c'est pas comme si c'était un alpiniste renommé qui faisait ça depuis 10 ans. Moi, demain, je vois un mec qui est une star de l'alpinisme aller faire l'Everest, ça va me déranger. Mais d'ailleurs, celles et ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps et qui se rappellent ce que j'avais dit au début sur Inox et l'Everest, j'avais parlé de sa préparation que je trouvais bien et j'avais aussi dit... Je trouve ça dommage de faire l'Everest parce que, honnêtement, c'est le dernier sommet que j'irai faire moi personnellement. Parce que justement, c'est des bouchons, c'est une catastrophe écologique, etc., etc. Mais à un moment donné, je comprends comment ça se passe. Le mec n'a jamais fait d'alpinisme et ne connaît pas l'alpinisme. Il parle à ses abonnés et il dit « Ah, venez, je vais faire un truc incroyable, le truc le plus incroyable possible. Je vais aller faire l'Everest. » Et en fait, il choisit l'Everest parce que c'est la destination à laquelle il fallait aller. Mais on voit bien dans le film, et il le montre, que c'est loin d'être la plus belle destination, ni le voyage ultime, ni la randonnée ultime. Et il le présente jamais comme ça. Faire pas mal de concessions sur sa morale pour atteindre son rêve. D'ailleurs, au cours de l'expédition, Inoxtag est choqué de découvrir que des gens ont été capables de lui voler son oxygène. Une bouteille d'oxygène, c'est ta survie là-haut. Tu peux pas prendre de l'oxygène des autres. J'avoue, il a fallu que je pousse un alpiniste dans le vide pour passer... mais dans le documentaire, Inoxtag... Ça, c'est pas normal. Enfin, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, Sabine, là. Pardon, mais j'ai pas vu la vidéo en entière. Je t'ai passé rapidement pour voir les points dont elle parle. À un moment donné, il a rien fait. Il a laissé mourir personne. Ils ont fait attention aux autres. Quand il donne la bouteille d'oxygène à la fin, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire « Oui, mais c'est de l'image, nanani, nanana, machin. » T'es pas obligé. Il n'y a rien qui t'oblige à cette distance, après ce que tu viens de te taper. Ça fait des jours que tu es en montagne dans un état pas possible. La descente, c'est ultra pénible, c'est pas simple. Il était vraiment pas obligé de le faire.
il le fait, franchement, c'est pas mal. Il aurait pu couper au montage. Et je veux dire, à un moment donné, faut pas en vouloir non plus au gars de... Enfin, je veux dire, il fait un truc bien, il va pas le cacher non plus, quoi. Hein. Elle parle de la personne qui a volé la bouteille d'oxygène. Ah, c'est comme ça que tu vois la chose. Ouais, alors effectivement, si elle en parle comme ça, excuse-moi Sabine si tu passes par là, si c'est ça que tu voulais dire, excuse-moi, j'ai mal interprété. Mais si c'est le cas, alors oui, effectivement, là, je suis d'accord avec elle, c'est équivalent à pousser quelqu'un dans le vide, de lui voler son oxygène. Surtout que t'as aucune idée des réserves des autres. Donc, je veux dire, tu voles l'oxygène des gens, tu les mets dans une situation de danger de mort. Hein. Ça, effectivement, c'est très grave. Prend bien soin de montrer que lui n'est pas comme les autres alpinistes. Il se montre choqué de voir que d'autres ne sont pas préparés à l'ascension alors que lui s'entraîne depuis 1 an. Il s'offusque de voir que des gens laissent leurs déchets et trouve que c'est un manque d'éducation total. Enfin, il y a toujours des mecs qui balancent leur yacht par terre. Ce que je trouve d'ailleurs plutôt hypocrite de sa part parce que ces déchets à lui sont probablement descendus par les Sherpas. Parlons maintenant de... Ouais, mais là, à nouveau, c'est pas très juste, cette critique-là, je la trouve pas terrible. On a parlé de l'agentivité des Sherpas et le fait que c'est leur métier, que ça fait partie de leur boulot et tout. Et je trouve que c'est pas... en fait, tu vois, genre, à nouveau, c'est hyper rabaissant de dire « Ah, mais regarde, en plus, il porte la merde des autres et tout. » Machin, ouais. Il y a un mec, son métier, c'est d'aller au camp 1, il y a le truc de merde, ils en parlent à un moment donné, là, du caca, comment ça marche et tout. Et il faut le descendre, hein, et tout. Et ensuite, je pense qu'il y a quand même un problème, c'est... comment dire ? C'est qu'il y a des gens qui ramassent votre merde, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, mais enfin aujourd'hui là dans le pays dans lequel vous vivez, il y a des gens dont le travail c'est de s'occuper de vos propres déjections aussi. Hein. Ça fait partie du monde dans lequel on vit en fait. Et la relation en fait à l'humiliation symbolique, elle vient par ce genre de phrase qui dit ah ouais bah regarde t'es un sous-homme de porter la merde quoi, mais en fait non, c'est pas le cas. De la même manière que le plombier, moi j'ai un pote qui fait de la plomberie et tout, bon bah le gars je veux dire oui, dans son travail il est confronté à du caca. La dernière fois il vient me chercher en minivan en bas de chez moi pour m'amener à un anniversaire. Il me dit ah mais viens, pose ton sac, j'avais un petit sac, pose ton sac à l'arrière du camion. Il ouvre la porte à l'arrière du camion, dedans il y avait 3 chiottes et pas des propres, tu vois. J'ai dit non, je vais garder mon sac. Lui il s'en fout, tu vois, lui c'est son boulot et tout, et il est fier de son métier, il est fier de ses compétences professionnelles. C'est un mec qui travaille super bien et il a raison d'être fier. Et voilà, et merci à toutes les personnes qui vont torcher des culs et dont c'est le métier aussi, les aides-soignantes, etc., etc. Et c'est pas une humiliation quoi, d'une certaine manière. J'ai un pote éboueur aussi, bon bah voilà, c'est son métier, et la seule honte, c'est le regard bourgeois qui vient lui dire ah non mais t'es éboueur, tu portes les poubelles, t'as mal travaillé à l'école. C'est notre relation à ça qui est un problème. C'est une manière de présenter la chose. Mais après le fait qu'il y a un mec qui porte la merde, les déchets et compagnie, oui, en fait ça fait partie du monde dans lequel on vit. Ah mais le pote plombier il est là, tu me fais délirer. Ça me fait délirer qu'il soit dans le coin. Voilà, à la fin il arrive au sommet et il est content. On pleure, on se prend dans les bras. Franchement, c'est un moment touchant. Et là, il a une prise de conscience, comme on peut tous en avoir quand on vient de monter l'Everest. Faut pas chercher à être le meilleur, faut chercher à être meilleur qu'hier. Faut se lancer des projets, Voilà, une des morales du récit, c'est faut se lancer des projets, découvrir ce qui nous plaît sans se comparer aux autres. Une idée qui revient plusieurs fois dans la vidéo. Et je pense que pour trouver ce que t'aimes, ta passion, tu dois te lever, et même te lever, éteindre ta télé, aller dehors et... je sais pas, tester plein de choses. Il y a des choses, ça coûte rien de tester, tu vois. Bon, déjà, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on lui reproche des discours qui sont des discours spontanés quand il est en haut, qui sont des discours d'un mec qui vient de grimper l'Everest. S'il vous plaît, quand même. C'est déjà dur de parler en live, mais là, tu viens de grimper l'Everest, t'arrives en haut, faut faire un discours, c'est quand même pas simple, hein. Mais surtout, moi, je veux dire, le premier truc qu'il dit, c'est pas ça, hein. Je vais essayer de retrouver, parce que je l'avais noté, la première phrase qu'il dit, c'est « Dans la vie, il n'y a rien qui se fait tout seul, et c'est mieux de le faire à plusieurs. » Et d'ailleurs, dans les messages qu'il a eu après l'Everest, il le dit, hein, il a dit « Il a écrit « Les plus grandes aventures se vivent toujours à plusieurs, rien ne se fait seul, nous sommes toujours accompagnés de près ou de loin par quelqu'un. » Le premier message, c'est un message collectif, hein. C'est pas un message... voilà, moi je trouve qu'on a un peu cuté dans les trucs pour garder le côté développement personnel, oui, si tu veux, tu peux, machin, etc.,
Le gros du message qu'il a eu, c'est en gros, j'aurais jamais pu le faire tout seul, j'y serais jamais arrivé. On peut pas faire les choses sans avoir d'autres personnes. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais oui, il a raison, mais bien sûr qu'il a raison. Et d'ailleurs, ça m'amène à un truc important, c'est que la question de l'alpinisme, à un moment donné, on en fait une question de droite. Tout le monde a fait de ce truc comme si l'alpinisme, c'était le rêve méritocratique de droite, l'aboutissement du petit riche qui veut faire ce qu'il veut, etc. On reviendra sur la question du petit riche, mais à un moment donné, c'est pas juste de présenter l'alpinisme comme ça. On revient un peu sur l'alpinisme. L'alpinisme, j'en parlais tout à l'heure, ça apparaît au XVIIIe siècle, c'est vrai, sur l'initiative de la bourgeoisie. Donc j'en parlais, là, les bourgeois romantiques qui veulent aller voir la nature, se promener dans la nature, patati patata. Ils vont dans les zones de montagne, ils cassent les couilles aux paysans en leur disant hey, on veut faire le tour des sentiers, amenez-nous nous balader sur des ânes. Les paysans, ils se disent ok, il y a 3 pièces à faire, on va le faire, et ça va créer la professionnalisation des guides, etc., dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça montre une première chose. Les classes populaires ont toujours été dans la montagne. Toujours. Parce que pour accompagner les riches à ce moment-là, il fallait les mecs du coin. Et les gens qui savaient où aller, comment faire et qu'est-ce qu'il fallait passer, c'était les locaux. C'était des gens des classes populaires. Donc déjà, commencer à dire la montagne, c'est un truc de riches et de bourgeois, c'est peut-être passer un peu à côté d'un truc important, c'est que non, au départ, la montagne, c'est des clients effectivement bourgeois, mais attention, il y a aussi toujours eu dès le départ des classes populaires et toujours eu quelque chose de l'ordre du collectif. C'est quelque chose qui ne pouvait pas se faire seul, et ça a été dès l'introduction de l'alpinisme le centre du truc. Il fallait s'entraider. Et à un moment donné, pendant le 19e, il y a eu une sorte de course au sommet en Europe qui s'est mis en place avec l'explosion des nationalismes. Chaque nation voulait montrer qu'elle était la plus forte, qu'elle avait la meilleure maîtrise. Et à ce moment-là, en fait, c'est vrai, c'est les bourgeois qui vont revendiquer les ascensions. Mais en réalité, si on regarde l'histoire de l'alpinisme, je me base encore sur des travaux d'historiens pour vous dire ça, mais en fait, à un moment donné, les bourgeois à ce moment-là ne sont que des clients qui financent des expéditions. Donc oui, ils font partie de l'expédition, mais en fait, les mecs qui les accompagnent sont les guides et les fameux guides dont je parlais tout à l'heure, qui se sont professionnalisés et tout. Donc dire il y a que des bourgeois dans la montagne, oui et non. C'est-à-dire que oui, la montagne touriste, le tourisme de montagne, effectivement, c'est quelque chose de bourgeois. Mais l'alpinisme et la montagne dans son ensemble n'appartiennent pas aux classes bourgeoises. C'est les bourgeois qui ont créé ce narratif-là. Qui, quand ils sont arrivés comme ça, ils ont fait 3 sommets qui avaient peut-être été faits 10 fois par les locaux. On dit oui, je suis le premier à avoir fait tel endroit, parce qu'ils étaient les premiers à pouvoir le revendiquer. Je pense que c'est intéressant parce qu'on voit que c'est un discours qui fait qu'on a mis les bourgeois en haut, mais en fait, c'était pas ceux qui étaient réellement dès le départ. Et même sur si c'était des expéditions où il y avait des bourgeois et que c'était bien, je sais pas, le duc bidule qui arrivait en haut le premier, il était accompagné par 3 mecs du coin qui étaient venus aussi pour lui porter les échelles, les machins, parce qu'à l'époque l'alpinisme ça se faisait avec des échelles et un système d'escalade artificielle très différent de ce qu'on imagine aujourd'hui, et il fallait les autres pour faire le travail, quoi. C'est bizarre en fait de faire comme si la montagne n'appartenait que aux classes dominantes, là où il y a toujours eu des rapports de domination dans la montagne, certes, mais il y a surtout toujours eu des classes populaires et des classes riches, et c'est plus complexe que ça. Et chez Inox, je trouve que c'est intéressant parce qu'il cache pas qu'il est un client, je l'ai dit tout à l'heure, mais il ne se présente pas autrement, il se fait pas passer pour le héros. On parlait de Mike Horn, il se fait pas passer pour un Mike Horn. Donc il se met pas en dominant symboliquement dans le rapport de force, il se met en client. C'est pas forcément une relation de pure domination d'être client. Il se présente comme un novice qui doit apprendre de tout le monde, et au sommet de la hiérarchie, en tout cas dans le film, il y a les Sherpas sur la connaissance de la montagne. Mais à aucun moment, Inox, il prétend qu'il va sauver les locaux, il est là pour faire l'Everest, il prétend pas autre chose, et c'est tout. Donc voilà, en tout cas, je trouve que le mythe méritocratique de la montagne comme réussite individuelle, où en gros il y aurait des gens qui arriveraient au sommet par leur propre force et ce seraient toujours des bourgeois qui auraient seuls les moyens de faire, en fait ça invisibilise le fait qu'il y a des ouvriers de la montagne qui sont littéralement les guides, qui sont les gens qui vont faire les chemins, les tracés, qui vont fixer les fameuses cordes fixes là qu'on a vu là où tous les riches là ils se tiennent et tout. Qui c'est qui les a fixés les cordes fixes? C'est pas les riches, ça je vous le dis, qui vont mettre en place toute l'infrastructure de la montagne, ce qui fait que la montagne c'est collectif. De toute façon, c'est collectif. À un moment donné, tu t'encordes.
Donc les mecs sont encordés les uns aux autres, donc ils mettent leur vie entre les mains des autres. Et voilà, comme je disais, il y a les voies, elles sont équipées par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a mis les échelles sur lesquelles passe Inox à un moment donné sur le sol, etc. Et tout. D'ailleurs, je l'avais dit sur le truc de Mike Horn, le fait de rejeter le fait de s'encorder et de vouloir dire que tu fais de la montagne que toi-même. En vrai, tu mets pas moins en danger les autres, hein, parce que si tu tombes, il y a les mecs dessous, tu leur tombes dessus quand même. Mais par contre, tu te dis que si un mec tombe, ben toi, tu mettras pas ta vie en danger pour le sauver. Et oui, et puis même un montagnard qui grimperait totalement seul, il s'appuie sur un savoir-faire. Ne serait-ce que savoir-faire, j'en sais rien, une lolotte en escalade, ben tu l'as pas trouvé tout seul, il y a quelqu'un qui te l'a montré. Donc c'est un savoir-faire qu'on t'a acquis. Tu passes par un endroit qui a été ouvert par d'autres, tu utilises des techniques développées. En fait, tout ça est collectif. Il faut pas se laisser avoir par un récit qui nous dit ah non, c'est les riches qui ont fait, c'est les riches qui décident et c'est les riches qui disent. C'est faux. Et du coup, je trouve ça bien. Moi, je trouve que l'histoire qui nous est racontée dans ce docu, c'est celle-là, quoi. Hein. C'est ce côté collectif, quoi. Le fait que on partage. Il le dit plusieurs fois. J'aurais rien fait tout seul. J'y serais pas arrivé. Il y a un moment en fait où je trouve que c'est plutôt positif et c'est plutôt cool en fait d'avoir cette image du collectif mise en avant. Et quand tu regardes beaucoup de films d'alpinisme, c'est souvent sur l'héroïsation d'une figure qui est le mec qui porte tout à lui tout seul et il est trop fort et il est incroyable et patati patata. Et c'est très rarement quelque chose comme on voit là. C'est-à-dire un truc où c'est pas un aventurier occidental là comme tu dis Nars exactement néocolonial qui arrive et qui est meilleur que tout le monde et tous les autres ne sont là que pour le soutenir, l'applaudir et tout. C'est un truc à la fin où tout le monde est montré tout le long du docu. Tout le monde est montré, l'équipe est montrée en permanence, le poids de chacun, l'importance de chacun. D'ailleurs, l'importance qu'il a donnée à Matisse dès le début de l'histoire, c'est l'importance qu'il donne à un guide, à un de ses ouvriers de la montagne, hein, parce que Matisse, tout le monde l'a mis comme c'était un dominant millionnaire lui aussi, mais Matisse, c'est un ouvrier de la montagne, hein, c'est un guide et puis point. Hein. Et ça, c'est vraiment pas mal. Hein. En réalité, cette morale a un sous-entendu. Lance-toi dans un truc qui te plaît, ok, mais vas-y à fond. Alors je pense pas que ce soit mal par essence de vouloir se dépasser. C'est normal de vouloir être meilleur, de progresser, surtout dans le sport et les défis sportifs. Mais je trouve qu'il y a un truc un peu paradoxal à encourager les gens à ne pas être dans la comparaison, tout en les encourageant à se comparer avec eux-mêmes. Ne cherche pas à devenir le meilleur, mais deviens quand même la meilleure version de toi-même. Et surtout, dans cette logique, il n'y a pas de place à l'échec, même si son discours semble dire le contraire, et même si son discours semble bienveillant. Parce que, effectivement, dans son documentaire, on le voit jamais abandonner. Même quand il est au bout du rouleau, il va se relever pour terminer l'ascension. Faut y aller, de toute façon, faut s'accrocher. Sur le fait de pas abandonner, etc., je suis toujours un peu mitigé. Enfin, en fait, pour moi, je vois deux discours un peu contradictoires. D'un côté, je vois le discours un peu type muscu, no pain, no gain, si t'abandonnes, t'es un loser, t'es un perdant et tout, que j'aime pas du tout. Et dans l'autre, je vois une exaltation à aller ailleurs, à faire autre chose. Une exaltation à se dire qu'on est capable. Et ça, je trouve que c'est pas négatif. Moi, j'ai envie quand même que les gens ils l'entendent, ça. On n'a pas toujours la possibilité matérielle de faire quelque chose. Ça, c'est sûr. C'est sûr à 100%. Tout le monde ne peut pas être écrivain. Tout le monde ne peut pas faire l'Everest. Tout le monde ne peut pas devenir acteur. Tout le monde... C'est pas toujours possible, quoi. Et voilà, le documentaire montre ça à personne d'Orelsan. Ça montre l'exemple un gars qui a réussi à percer dans le rap alors qu'il était veilleur de nuit dans un hôtel. Mais il avait quand même des privilèges, il y avait quand même des choses comme ça et tout. Tout le monde n'a pas toutes les opportunités, ça c'est sûr. Maintenant, moi je pense qu'il faut pas tomber non plus dans un espèce de fatalisme du style ouais mais du coup il faut pas qu'on se donne l'envie aux uns et aux autres de faire autre chose. En fait, oui, il y a un déterminisme social, mais ce déterminisme social, il est, une fois qu'il est constaté, il n'est pas souhaitable non plus. Moi, je souhaite à chacun et chacune de sortir de l'endroit et de la case dans laquelle on l'a rentré. Mais c'est dur, c'est très dur. Moi, je pense que ça passe aussi par le fait d'apprendre, de s'éduquer, de découvrir des choses, pas de s'éduquer au sens de la culture dominante, hein, mais de s'éduquer au sens à déconstruire des représentations, des préjugés, et de se rendre compte que ouais, on peut aller ailleurs, on peut faire autrement, mais c'est assez dur et ça peut être des expériences sociales assez brutales. Hein. Donc le narratif Naruto, effectivement, il est un peu simpliste. Mais si on repart sur une idée vraiment basique sur la notion d'exploitation, avec la notion d'exploitation, il y a la notion d'aliénation. Il y a le fait d'être aliéné. Ça veut dire de perdre, en fait, justement, je parlais d'agentivité, de perdre sa propre capacité à choisir, à aller quelque part, à faire les choses qu'on a envie. Le fait d'être écrasé par le monde. Et en fait, il y a quelque chose de positif aussi à dire aux gens, mais
vous avez aussi le droit d'essayer. C'est là où moi je pense qu'il faut rajouter l'échec, c'est important. Vous avez le droit d'essayer, mais pas l'obligation de réussir, de trouver des voies parallèles. Et si vous savez pas exactement comment faire, c'est normal, parce qu'en fait c'est pas prévu pour. Le monde n'est pas prévu pour que vous alliez ailleurs. Le monde n'est pas prévu pour que vous essayiez d'échapper à la case dans laquelle on vous a mis. Et c'est une bonne chose en fait d'encourager les gens aussi à sortir de ça. Et c'est pas une histoire liée au confort ou quoi que ce soit. Pour le coup, moi je le décale totalement. Mais ça peut être une rupture, ça peut être un discours de rupture. Vous avez le droit d'essayer, mais pas l'obligation de réussir, c'est tellement bien dit. Mais je pense que c'est important. C'est une bonne chose qu'on te dise, vas-y, c'est possible. Moi, j'ai vécu dans un monde, quand j'étais jeune, dans lequel on me disait jamais c'est possible. Moi, on me disait, quand j'étais à l'école, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, on me disait, on fera rien de toi. On me disait, non mais de toute façon, toi, t'auras jamais le bac, toi, il n'y a rien à faire, ça sert à rien et tout. J'avais jamais entendu parler, par exemple, si j'avais voulu faire des études, moi, j'étais pas dans un milieu où on nous disait, c'est possible que vous fassiez Sciences Po. Donc, le fait de croire que c'était possible, c'était très dur. De croire que c'était possible d'avoir une licence, déjà, c'était quasiment impossible. Je pensais que j'y arriverais jamais. J'ai commencé à croire que j'arriverais à faire des trucs dans les études quand ma femme, elle a eu une licence. Ma femme qui vient d'un milieu très pauvre et tout, populaire et tout, elle a eu une licence. Et quand elle a eu sa licence, je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, quelqu'un qui vient du même milieu que moi, bon, qui est plus intelligent que moi, mais qui vient du même milieu peut y arriver. Et je me suis dit, bon, elle a eu mention très bien, moi j'aurais sans la mention, mais j'aurais 10. C'est important d'avoir ces trucs qui te disent de temps en temps, mais t'es capable. Et t'es pas moins capable que les riches. Les riches, ils vivent dans un monde où tout leur est possible. Où on leur dit en permanence qu'ils sont capables et ils ont la possibilité matérielle en plus d'accomplir ce qu'ils croient. Moi, je veux garder ce discours-là. Je veux garder ce discours où on dit, mais ouais, tentez les trucs, faites-les. Par contre, je veux qu'on l'accompagne d'un discours qui est, attention, cependant, il y a un déterminisme. C'est-à-dire que selon d'où tu pars, c'est pas le même effort. Selon d'où tu pars, c'est pas le même escalier à escalader. Selon d'où tu pars, t'auras pas les mêmes plafonds de verre et les possibilités d'échec, elles sont bien plus grandes. Mais pour autant, c'est pas une raison pour pas forcément essayer. Au final, je peux pas m'empêcher de trouver que sa prise de conscience, elle est assez auto-centrée. C'est une morale de dépassement de soi, de jusqu'au boutisme, alors qu'on aurait pu espérer une prise de conscience sur son projet lui-même, sur pourquoi il avait voulu faire cette ascension. On n'a même pas eu de prise de conscience basique sur la beauté de la nature et la nécessité de la préserver. Donc on va réfléchir à savoir, est-ce qu'Inoxtag est l'ennemi de la révolution ? La réponse est non, mais bien sûr que non. Qui est Inoxtag ? Inoxtag, c'est un YouTuber, effectivement. C'est un YouTuber qui a percé très très jeune, puisqu'il a commencé sur YouTube à 13 ans, et qu'il avait déjà percé assez rapidement, je pense à 14-15 ans, et qu'il a signé chez Webedia à 17 ans. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment réussi sur YouTube et dans le YouTube Game très 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 tôt. Dans ce sens-là, j'espère que vous vous rendez compte que ça veut dire que c'est un gamin qui travaille depuis qu'il a 13 ans. C'est quelqu'un qui est connu et qui est dans le rythme et le flux de publication d'Internet depuis son adolescence. Donc je sais que c'est montré comme un modèle de désirabilité, de la même manière que les enfants acteurs, pendant longtemps, c'était montré comme le truc incroyable, ah t'as trop de la chance, naninana, machin, mais on a assez de recul aujourd'hui pour savoir que ça a aussi un énorme impact dans une vie d'être une personne qui travaille aussi jeune. C'est quand même les figures du YouTube Game, c'est la même chose avec Squeezie, qui ont commencé très très tôt, qui ont passé des années comme ça dans le flux de production Internet. C'est un flux tendu. C'est pas tu fais un film une fois par an. C'est des sorties toutes les semaines, tous les mois, en permanence, de l'événementiel, relancer, maintenir, construire une communauté et tout. D'où est-ce qu'il vient comme milieu social ? Pas de la bourgeoisie. Il est issu de l'immigration, je pense classe moyenne sans être classe populaire non plus. Ça en fait pas un héritier de la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est d'abord l'héritage. Parce que ça, je pense qu'il faut quand même recontextualiser, c'est quoi un bourgeois ? Un bourgeois, c'est quelqu'un qui hérite d'un patrimoine. La bourgeoisie, elle s'inscrit aussi dans des comportements, dans une culture, c'est quand même beaucoup de choses. C'est très important à dire parce qu'on classe Inox juste par rapport à son argent, et effectivement, il est riche. Mais être riche, ça ne suffit pas à changer de classe sociale. Il y a un rapport de l'OCDE qui est sorti, je crois, en 2018, qui souligne qu'il faut 6 générations. 6 générations, ça veut dire 180 ans pour espérer changer d'une classe sociale, s'élever d'une classe sociale.
Et spoiler alerte, l'argent ne suffit pas à la mobilité sociale. On se rend compte que des gens, même qui ont gagné beaucoup d'argent sur une génération, n'arrivent pas, en général, à ce que ça passe à leurs enfants et encore moins à leurs petits-enfants. Parce qu'ils vont peut-être pouvoir payer les écoles qui coûtent cher à leurs enfants, mais ça va être beaucoup plus difficile quand même de réussir à s'élever. Pourquoi ? Parce que il faut pas que de l'argent, c'est pas juste payer, il faut ce qu'on appelle du capital social. Exactement, Boburne. C'est quoi ? Vous êtes insupportable avec vos noms. Et à un moment donné, c'est par exemple, en fait, c'est avoir les bonnes références, avoir lu les bons livres, avoir vu les bons films, pas avoir lu des livres, avoir lu les bons livres. Ça suffit pas d'avoir lu des livres. Il faut avoir lu le livre qu'ont lu les autres bourgeois. Il faut être dans ce qu'on appelle la culture dominante. Et si vous êtes dans la culture dominante totalement, vous allez pouvoir avoir des passe-droits, même si vous n'avez pas énormément d'argent, que n'auront pas les gens des classes en dessous. Donc à un moment donné, moi je trouve que c'est quand même hyper problématique de le mettre comme ça en permanence en avant, comme si ce mec était un espèce de milliardaire héritier qui s'amuse avec son fric à le dilapider tout le temps. C'est un gamin qui travaille depuis qu'il est adolescent dans un espèce de truc en flux tendu dont il est jamais sorti, qui a pas eu tellement l'opportunité de se construire autrement. Ça, je trouve qu'on le voit vraiment bien dans le documentaire de Squeezie, c'est qu'en fait ces gens sont dans un tel flux de production constante et permanente, ils sont tellement en train d'être essorés jusqu'à l'os par les boîtes de prod qui les font bosser, qu'ils n'ont pas le temps en fait de se construire une pensée ailleurs. C'est quand même voilà, c'est très 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 compliqué. Et je trouve qu'on lui fait porter un poids qui est quand même énorme, qui est quand même de dire de lui qu'il devrait être, je sais pas, le marxiste originel qui est en capacité de s'opposer à l'ensemble de la société, de tout rejeter et tout, quoi. Critiquer les nouveaux riches, c'est une tendance cringe de la gauche blanche moralisatrice, ça relève de vieux bails racistes, bien cringe, carrément. Et souvent, les nouveaux riches qui sont critiqués, c'est souvent des personnes racisées, hein. C'est souvent des personnes non blanches à qui on dit non, toi t'as pas le droit d'être riche, ou alors il faut que tu fasses preuve d'une exemplarité extraordinaire que je n'exigerai jamais de tel chanteur, tel réalisateur, nanani nanana, qui sont mes exemples et mes modèles, parce que eux, attention, on va pas discuter leur origine sociale. Donc là, on demande quand même énormément de lui, là où il en fait déjà beaucoup. Je trouve que c'est déjà pas si mal. Personnellement, c'est surtout la fin du docu qui m'a choqué, énervé, quand il se la joue paysan à Cuba. Je trouve ça déplacé que des gens qui ont les moyens jouent la pauvreté. Mais à nouveau, il jouait pas la pauvreté. Jouer la pauvreté, c'est ce qu'elle fait Léa Seydoux quand elle dit j'ai fait l'école de la vie. Léa Seydoux qui y arrive comme ça, oui, j'ai fait l'école de la vie. Ou tous les bourgeois qui parasitent les milieux militants en cachant des origines sociales extrêmement aisées, d'un milieu multipropriétaire, etc. et tout. Et puis qui t'expliquent, qui viennent nous expliquer comment on doit penser et quoi faire. Donc, en fait, quand il est à Cuba, il n'est pas venu pour travailler dans une ferme à Cuba. Il est venu à Cuba pour faire de la déconnexion. Il se faisait chier et il y a un mec à côté et il allait faire des trucs avec lui. Et tu vois, en plus que c'est un gamin, et il est choqué de découvrir le monde, quoi. Tu vois, enfin, finalement, il est riche. Mais cette richesse, elle a un pendant, c'est que sa vie, il la vit pas tant que ça. Et le gros du message du truc, c'est quand même que t'as un gars, ouais, c'est vrai qu'il claque son burn-out, comme dans le truc de Squeezie et tout, parce que il est en mode surexploitation pour maintenir cette chance dont il revient pas de l'avoir. Mais pour ça, il est en train de sacrifier vraiment une part de son existence. Et là, moi, je trouve que ça met un doigt quand même sur un truc qui est le fait que le rêve capitaliste est un rêve vide, quoi. C'est-à-dire que il est riche et célèbre. Il a atteint le max du rêve capitaliste. Il est riche et célèbre. Il y en a qui disaient ouais, mais du coup, il se rajoute la croix. Je vais vous regarder d'en haut du toit du monde. Mais non. Là, ce qu'il nous montre, c'est je suis riche et célèbre. Et ma vie est vide. Ma vie est creuse. Et je tourne en rond. Et je vis dans la salle de bain chez mes parents parce que j'ai la flemme d'emménager dans ma maison, parce que en fait, au final, je suis perdu, quoi. Je suis perdu. Et en fait, il cherche autre chose. Et ça, c'est intéressant parce que ça raconte quelque chose de la société. Ça raconte, en fait, à quel point le rêve méritocratique est creux. Et il va essayer de trouver du sens. Et c'est une quête de sens par rapport à une société qui n'en a pas. Et là, il y a une analyse beaucoup plus intéressante et fine à faire, je pense, que celle qui a été faite du « Ah, c'est un riche qui s'amuse ». Surtout que ces nouveaux riches ne sont pas très conscients de leur classe, contrairement aux bourgeois qui sont riches depuis 10 générations, qui savent qu'ils oppriment pour rester riches. Oui, et puis à nouveau, la fortune d'Inoxtag ne se construit pas sur l'oppression, là où la fortune bourgeoise est totalement fondée dessus. C'est pas la même dynamique. Et quand bien même Inoxtag aurait monté une boîte, une société, où il aurait des employés, etc., ça le mettrait pas dans la même dynamique bourgeoise de quelqu'un qui a toute sa vie hérité, en fait, de l'ensemble de l'accumulation du capital. Désolé, je fais le marxiste, mais voilà, c'est comme ça. L'accumulation du capital, c'est l'accumulation de l'argent, l'accumulation
de maisons, d'appartements à louer. C'est pas juste avoir une boîte ne fait pas de vous un bourgeois. Juste être un chef d'entreprise qui gagne de l'argent ne fait pas de vous un bourgeois. C'est beaucoup plus compliqué que ça et je trouve ça très réducteur en fait qu'à gauche on se mette à parler de la bourgeoisie de cette manière. C'est une lecture qui est hyper vide. Arrêtez de traiter Inoxtag comme si c'était Bolloré quoi. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal qu'on ait une telle exigence envers lui et que cette exigence, on ne l'ait jamais eue pour Antoine Daniel, pour Pierre Ninet. C'est pourquoi beaucoup plus lui qu'un autre. Et moi, je peux pas m'empêcher de penser à ce que je sais du rap, du foot, de la boxe et de voir à quel point c'est des milieux où, comme les personnes qui réussissent, ce sont des jeunes hommes racisés. À chaque fois, on exige d'eux des comportements d'une exemplarité qu'on exige de personne d'autre. Et je me dis, il y a quand même un biais là-dedans que je trouve un peu raciste. Un millionnaire qui commençait à tourner en rond dans son quotidien et qui s'est dit qu'il allait monter l'Everest et qui conclut de l'expérience exactement ce qu'on pensait qu'il allait conclure. Quand on veut, on peut. Pour moi, ce type de projet continue de glorifier l'ascension de l'Everest comme l'expérience ultime, la seule qui pourra te changer en profondeur. Ça perpétue l'idée que le bouleversement que cette expérience procure, ça vaut le coup qu'on joue des coudes en haut du sommet et qu'on enjambe littéralement les plus faibles que nous. Alors que matériellement, on peut pas tous monter au sommet. Déjà, c'est pas trop ce que dit le docu, moi. J'ai pas trouvé qu'il y avait cette idée d'enjamber les plus faibles. Et puis j'ai trouvé qu'en haut, il disait littéralement l'inverse, exactement. Qu'il fallait faire ensemble, et puis qu'au fond, l'important, c'était pas vraiment d'être en haut de l'Everest. L'Everest, il le dit clairement. Le chacun son Everest, c'est un peu cliché, mais c'est pas mal. Pas mal de dire aux gens, vous n'êtes pas obligés de faire le pire gros truc. Vos petites montagnes sont des grandes montagnes, et c'est beau aussi. Parce qu'on n'a pas tous 50 000 euros, mais surtout parce qu'on ne peut pas tous tenir en haut. Inoxtag nous répète à plusieurs reprises que les bouchons sur l'Everest sont dus au manque de préparation de certains alpinistes, et que finalement, si tout le monde était préparé comme lui, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est malheureusement une vision un peu simpliste et méritocrate de la chose. Il y a tellement de monde sur l'Everest que n'importe quel accrochage, que ce soit une personne qui prend son temps, que ce soit un éboulement, ça provoque un embouteillage qui est dangereux en fait. Et surtout, ce discours. Alors, il souligne la place de l'impréparation dans les embouteillages, dans des endroits hyper dangereux. Après, j'ai pas trouvé qu'il disait que c'était la seule raison, mais c'est vrai qu'il développe pas non plus sur le surtourisme, c'est pas faux. Voilà, ça lui permet de ne pas se remettre en cause. Le fait que son expédition rajoute une dizaine de personnes à peu près sur l'ascension, c'est même pas une question. Bref, qu'Inoxtag ait réussi à gravir l'Everest alors qu'il partait de rien, oui, c'est un exploit sportif et mental indéniable. Est-ce que la vidéo est bien ? Oui, c'est une très belle vidéo. Mais désolé, moi, cette morale volontariste et méritocrate, ça me parle pas. J'attends de voir ce que cette expérience va changer chez Inoxtag dans les prochains mois. Peut-être qu'il lui faut un peu plus de temps pour digérer ce qui s'est passé et qu'il n'en a pas encore tiré tous les enseignements. Je suis surtout curieuse de voir... Alors ça aussi, je pense que c'est un truc sur lequel les gens captent pas, c'est le rythme. La sortie d'un docu, normalement, entre la réalisation, le film et tout, sur un docu d'alpinisme et tout, les mecs, ils passent 7 ans pour te sortir un film. Là, le projet, il s'est monté l'année dernière, il a fait la prépa, il en a fait 3 vidéos, il a fait l'Everest il y a 4-5 mois, ça s'est monté, bam, 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 c'est sorti, et on attend du type un espèce de regard, de recul et tout, mais là aussi, peut-être que le problème, ça vient aussi beaucoup de nos flux, on s'est habitué à des flux d'une rapidité. Des gens ont critiqué certains points sur le montage, ouais, l'image, ok, c'est pas mal, mais c'est pas tant ci, c'est pas tant ça. Moi, je trouve que c'est quand même incroyable de se dire que dans cette temporalité-là, ils ont sorti ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur son projet. Je suis très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et on se retrouve en octobre pour une prochaine vidéo. Le fait qu'un youtubeur, déjà un type qui part de YouTube, en vienne à réaliser un docu de 2 heures et à faire l'Everest, c'est extraordinaire. Déjà, moi, je suis trop content de ça. Je suis trop content de ça pour une raison simple, c'est que les réseaux sociaux sont un espace d'indépendance et d'autonomie. L'air de rien, sur les réseaux sociaux, moi, aujourd'hui, je peux faire quelque chose que, professionnellement, je n'aurais jamais pu faire ailleurs. Le fait qu'il existe des gens comme Inox donne une attractivité à YouTube et permet que mes replays de live soient regardés par 3-4 000 personnes. Moi, je fais pas 1 million de vues. Je fais 3-4 000 vues sur un replay de live. C'est énorme. C'est énorme. Ça permet de tenir un discours politique que je pourrais pas tenir. Où est-ce que j'aurais eu 3-4 000 spectateurs une fois par semaine pour écouter mon discours pendant 3-4 heures quand j'étais chercheur? Nulle part. Nulle part. Et je parle même pas des vidéos courtes que je fais sur Insta où je peux faire du 150 000, 200, 300 000, 1 million de vues. Ça, c'est parce qu'il y a une attractivité de ces espaces-là. Donc le fait qu'un youtubeur aujourd'hui puisse proposer quelque chose d'aussi extraordinaire, c'est une bonne chose.
l'air de rien, ça crée quelque chose d'attractif, et c'est une attractivité qui, pour le coup, va dans mon sens, parce que Inoxtag, c'est pas MrBeast. Si c'était un MrBeast, je serais emmerdé, parce que moi, je serais condamné à disparaître, parce que c'est du temps court, sollicitation permanente de l'attention, un truc horrible, prend les gens pour des cons et qui fait que pour du placement de produits. Mais là, on est sur un contenu long, de qualité, qui propose quand même quelque chose de plus profond, qui essaye de proposer une réflexion globale, qui dit aux gens, venez sur les réseaux, on vous prend pas pour des cons, on vous prend pas pour des vaches à lait. Donc à un moment donné, c'est quand même plutôt bien, quoi. C'est quand même plutôt bien que ça existe. L'argument de l'attractivité marche pareil avec MrBeast. Ouais, mais je pense que effectivement, ça crée de l'attractivité pour la plateforme, mais la proposition de MrBeast, en fait, elle va créer une forme du réseau qui condamne à la disparition d'autres formes de contenu. C'est un peu ce qui s'est passé, par exemple, vous êtes jamais allé dessus, mais si vous allez regarder sur les vidéos Facebook, Facebook a un espace vidéo courte similaire à Instagram, d'ailleurs, où ils vont récupérer les créations d'Instagram. Pourquoi ça n'a jamais fonctionné? Parce que la proposition vidéo, c'était de la vidéo poubelle, et vraiment, j'utilise le mot vidéo poubelle à dessein, hein. C'est des vidéos qui jouaient beaucoup sur la rétention d'attention, du type ah, attention, je mets ma femme dans un ballon, et on va voir quand le ballon va exploser, ah, vous allez voir, c'est incroyable, et ça durait très longtemps, et il se passait jamais rien. Et en fait, ces vidéos-là, elles jouent sur un truc très intuitif, très inconscient. On va regarder la vidéo en se disant ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Et à la fin, en fait, c'est des vidéos qui tournent à vide et qui font que les gens finissent par déserter le réseau parce qu'il n'est pas intéressant, ou par être seulement focalisé sur ce type de vidéo et tu peux plus proposer du contenu de fond. Donc voilà, donc beaucoup de critiques, et ce qui nous amène à enfin la critique, je pense qui a été le plus posé. On est à déjà 3h30 de live, mais tant pis, c'est pas grave, on va aller au bout. La question de l'écologie. Je vais commencer par un premier point. Je suis tombé sur une vidéo de Hugo Clément qui taclait Kaizen. Et là, j'étais vraiment, j'étais colère. Là, vraiment, j'étais colère. Parce que Hugo Clément, il incarne, en fait, pour moi, une bourgeoisie. C'est des gens, en fait, qui viennent de milieux qui sont hyper privilégiés et qui ont pu largement voyager hyper jeunes. Hugo Clément, il a 2 parents professeurs d'université. Son père, il a fait une thèse de sociologie dirigée par Pierre Bourdieu. Pierre fucking Bourdieu, hein. Et sa mère, elle est prof à Sciences Po, hein. Donc ça commence à être un peu fatigant. Le gars, il a fait le tour du monde 10 fois quand il travaillait pour le petit journal, et il va aller expliquer que voilà, il faut pas attention, le bilan carbone, c'est insupportable. Oui, l'Everest, nanana. Mais moi, je veux dire, si on parle de bilan carbone, il faudrait parler de dette carbone. Il faudrait regarder la dette d'Hugo Clément depuis sa naissance et puis de la mettre en parallèle avec la dette d'Inox, parce que là, moi, je suis pas certain que Inox y gagne, hein. C'est comme mon père qui bâche les gens qui prennent l'avion pour partir en vacances, mais qui à côté a 2 voitures et fait 45 minutes pour aller tourner la pelouse de sa maison secondaire. Oui, voilà, exactement. Pour moi, l'injonction à la sobriété écologique et comme injonction individuelle, c'est un non-sens politique, et à un moment donné, voilà, je le pose. Je l'avais jamais dit, j'en ai marre de me foutre des gens à dos, je me fous des gens à dos H24, j'ai déjà toute l'extrême droite sur le cul. Donc à un moment, je m'étais dit, vas-y, je vais pas me lancer sur ce sujet parce que je vais encore énerver du monde, mais à un moment donné, c'est du développement personnel écologique. C'est tout. Et donc reprocher à Inox ce qu'il fait au prétexte de son bilan carbone, j'en ai rien à foutre du bilan carbone d'Inoxtag. Je me fous complètement de combien ça a pollué, tout simplement parce que ce n'est pas Inoxtag qui pollue l'intégralité de la planète. Aujourd'hui, il y a une réalité du monde dans lequel on est, qui est qu'il y a des gens qui sont largement responsable de l'effet de serre et de la destruction des écosystèmes. Il y a une ONG en 2017 qui s'appelle Carbon Disclosure Project qui a montré que 100 multinationales dans le monde émettent 70% de l'effet de serre mondial. 100 multinationales à elles seules. Il y a un chercheur qui s'appelle Christophe Bonneuil à ce propos qui a dit qu'il y a des crimes écologiques qui tuent des gens. Littéralement, hein, des gens meurent à cause de ça. Et donc, s'il y a crime écologique, il y a donc des criminels écologiques. On doit nommer ces gens. On doit comprendre l'interrelation entre l'industrie et la politique et s'opposer concrètement aux actions de ces personnes. C'est hyper important. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose de dépolitisant dans ce discours de l'injonction individuelle. Au fond, les gens qui parlent d'Inox en disant oui, le bilan écolo, machin, etc. D'une chose, stratégiquement, ces gens-là, je suis désolé, ils font passer la lutte écologique pour un truc de vieux, conservateur, insupportable et tout.
Du coup, je ne pense pas qu'en termes d'image, ça appuie quoi que ce soit. Mais surtout, excusez-moi de vous le dire, ce combat n'a pas de sens. Ce combat est tout à fait inutile. Dans la situation dans laquelle on est, il faut cibler l'industrie productrice de richesse. Il faut citer ce 1% les plus riches de France, 63 milliardaires, hein, c'est quand même pas compliqué. Il se trouve paradoxalement que les mêmes sont actionnaires dans les entreprises qui nous butent. C'est les mêmes gens. La culpabilisation écologique à échelle individuelle, c'est dépolitiser le propos et éluder la question de système productiviste dans nos sociétés. Absolument. Et pire que ça finit par créer une écologie qui est un marqueur de classe, parce qu'aujourd'hui, en fait, pouvoir se permettre cette relation à l'écologie, de la déconstruction, de la décroissance, de moi je consomme moins, patati patata, en faisant tout seul, en fait, c'est un luxe qui n'est permis qu'à certains et certaines. C'est une manière même de se distinguer, ça devient un espace de distinction. Il y a quelques années, là, je suis allé chez un riche, là, j'ai été invité chez quelqu'un, en fait, qui avait la maison de son oncle, et son oncle est riche. Et le gars, c'est un chef d'entreprise qui a pollué toute sa vie, qui a travaillé pour une énorme boîte, machin et tout. Le gars, il doit être millionnaire. Maintenant qu'il est à la retraite, ce gars-là, qui a toujours, mais pollué, qui s'en est foutu, qui a fait tous les voyages possibles, qui a eu mais tous les privilèges de l'univers, aujourd'hui, maintenant, ce mec, il défend la sobriété. T'arrives dans la maison, premier truc qu'on m'a montré, on m'a dit « Ah, t'as vu, il a pas installé de clim, il a mis des machins qui tournent et tout. » Alors, la maison, elle est ultra bien isolée, donc effectivement, tu souffres pas de la chaleur. Je veux dire que quand t'es dans un immeuble à Marseille, dernier étage, en été, quand t'as pas la clim, c'est un cauchemar. Et si tu l'as, franchement, allume-la, c'est pour ta santé, quoi, tu vois. Et en gros, toute la baraque, c'était un espace sobre et machin et tout. Mais en fait, cet espace-là, c'est l'espace de distinction d'un bourgeois qui utilise l'écologie pour se différencier. Et donc lui, il a son narratif bourgeois, pourquoi pas? Oui, mais moi, je refuse que politiquement, on s'accorde avec ça. Je ne suis pas d'accord avec le discours de cette personne. Je ne pense pas que ce que fait cette personne ait la moindre utilité dans la lutte pour le climat, c'est tout. En fait, on doit avoir une relation en fait à l'écologie comme une lutte politique. L'écologie est une lutte politique. Quelqu'un disait l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. C'est exactement ça, en fait. On doit agir collectivement. Bidour, je ne découvre pas les milieux militants ni les milieux écolos. Hein. Déjà, la culpabilisation colibri, je suis désolé, mais vous n'allez pas me faire minimiser le truc, quoi. C'est partout, c'est tout le temps et tout. Et là, j'ai lu plusieurs personnes qui écrivaient dans le chat, oui, mais il n'y a plus le temps d'attendre. C'est une lecture de merde. Je suis désolé, je vais le dire comme je le pense, c'est une lecture de merde. Il n'y a plus le temps d'attendre. Ça n'a aucun sens. C'est vous faites porter l'intégralité du poids sur des gens auxquels vous demandez des efforts démentiels au quotidien pour lutter, pour enlever tel truc dans leur mode de consommation, en devant payer des prix pas possibles, hein, parce que la bouffe bio, équitable, machin, ça coûte ultra cher, tout ce qui est écologique, ça coûte ultra cher, il n'y a rien, aucun discours sur ça, c'est normal, hein, ça coûte très très cher, mais c'est normal. Tout ça, en plus, c'est très urbain, hein, parce que ça n'existe pas hors des grandes villes, mais c'est pas grave, du moment que ça déculpabilise les bobos, hein. Et à côté, je veux dire, pendant ce temps-là, on n'est pas du tout en train de s'occuper de ces entreprises, les 100 multinationales qui émettent 70% de l'effet de serre. Est-ce que vous pouvez me les citer ? Est-ce que vous savez le nom des 3 qui polluent le plus ? Moi, je les connais pas, et je pense que vous non plus. Donc je pense qu'à un moment donné, dans une lutte, on peut pas aller dans toutes les directions et on peut pas tout faire. On peut pas se battre sur tout en même temps, de la même manière. Si vous voulez, moi je pense que faut commencer par la priorité. 70% de l'effet de serre qui est fait par les 100 multinationales les plus riches, c'est à elles qu'il faut s'en prendre. À un moment donné, en fait, voilà, moi je trouve ce discours insupportable. Je trouve que c'est un discours qui s'en prend aux gens, qui tombe sur les gens, qui leur met une pression pas possible. En fait, à un bout d'un moment, les gens, ils abandonnent. Ils se disent, c'est impossible, je peux pas le faire, j'y arriverai pas. Ils laissent tomber. Ils finissent par se dire, tant pis, en fait, j'y arriverai pas, tant pis, je peux pas, tant pis, y a rien à faire. Au lieu de leur montrer un ennemi clair, de leur dire mais voilà, c'est pas toi, regarde d'où ça vient, voilà comment ça se passe, et ensuite de voir comment est-ce qu'on peut rendre accessible à toutes et à tous de manière juste, et c'est hyper important, j'insiste, de manière juste, un mode de vie qui soit moins dans le consumérisme, dans le polluant et tout. Mais à un moment donné, au lieu de dire à tous ces gens, mais regardez, on va à la fois s'en prendre aux gens qui polluent, qui détruisent vos écosystèmes, qui vous empoisonnent, hein, littéralement. Et en même temps, on va vous proposer des modes de consommation et tout qui soient sains. Au lieu de ça, on est en mode ultra culpabilisant. Quoi ? Tu as pris l'avion ? Comment ça ? Inox, tu as fait l'Everest ? Mais tu te rends compte de ce que tu as fait ? C'est un scandale ? Mais non, c'est pas un scandale, non. Tous les humains lambda faisaient l'effort qu'on demande aux grandes entreprises. On limite à 2 degrés le réchauffement. Donc oui, nous ne sommes pas responsables de la pollution. Et oui, ce n'est pas à nous de faire le plus d'efforts. Mais le fait que si on faisait quand même tous ces efforts, on changerait les choses. Ça n'arrivera jamais.
Ça n'arrivera jamais. Parce que c'est des changements politiques. Vous individualisez le politique. Vous demandez à chacun de faire une petite chose là où en fait c'est une pensée d'ensemble. C'est du travail collectif. Il faut sortir de cette pensée de droite qui renvoie tout à la responsabilité de chacun. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire des petits efforts parce que ce ne sont pas des petits efforts. C'est un système de consommation dans lequel nous n'avons pas tous la même place et pas tous les mêmes possibilités de faire des choix. Certains peuvent choisir, certains ne peuvent pas. Et dire à celles et ceux qui ne peuvent pas faire les mêmes choix que c'est leur faute et que si le réchauffement climatique il est là, c'est leur responsabilité, c'est à la fois injuste, mais en plus c'est totalement démobilisant. Ça enlève toute leur énergie, c'est impossible. Moi, hein, l'écologie, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec parce que le moment où j'ai commencé à en entendre parler, moi j'étais ultra précaire, je vivais sous le seuil de pauvreté depuis mes 16 ans, j'étais dans une situation de vie extrêmement difficile où j'avais vécu dans des passoires énergétiques, je m'étais toujours démerdé avec des bouts de ficelle et on commençait à me parler de oui, tu dois avoir des habits, nanani, nanana, déjà des habits le truc des habits de récup en friperie, ça c'est un truc qui me fait mourir de rire quoi, parce que excusez-moi mais la sobriété et les gestes ordinaires de la sobriété quand t'es pauvre tu les as et depuis très longtemps hein. On te culpabilise et on culpabilise les classes populaires, mais on rappelle donc que ce sont celles qui polluent le moins, mais c'est en plus celles qui ont les habitudes de la seconde main. Réparer les objets du quotidien, quand tu peux pas les racheter tu les répares, s'entraider, tout le monde le fait et par exemple se passer des fringues. Moi j'ai porté des fringues de seconde main toute ma vie. Pas par choix. Voilà, moi j'étais le gamin qui portait les fringues de ses cousins, qui étaient déjà les fringues d'un autre gars, qui étaient encore les fringues d'un autre gars. Et d'ailleurs, c'était la honte et c'était hyper dur socialement parce qu'à l'époque, c'était pas cool. C'est facile de porter du seconde main maintenant que c'est acceptable. C'était très dur à faire à cette époque quand tu le faisais par contrainte. Et aujourd'hui, ça fait que ouais, moi j'ai pas forcément toujours envie, même si j'ai plein d'habits qu'on me donne encore aujourd'hui, j'ai pas envie que 100% de mes habits ce soit du seconde main. Non, effectivement, il y a des fois. Désolé, ça va, j'en ai assez porté du seconde main. Hein. Et moi, voilà, je reviens sur cette idée de dette énergétique. Je veux bien faire ma dette énergétique avec tous les mecs qui sont des décroissants aujourd'hui et tout. On calcule sur toute notre vie, ce qu'on a consommé, ce qu'on a coûté et tout machin. Franchement, je pense pas que je perds. Hein. Je suis prêt à dire que je perds pas. Hein. Merci Manarkessu, merci beaucoup. Hein. Perso, quand je vois que l'environnement se dégrade à vitesse grand V, que la biodiversité disparaît, ça te fait mal viscéralement. Et quand tu vois que tout le monde autour de toi s'en branle, ce docu, ça te met en colère. Bien sûr qu'il ne faut pas se déchaîner sur ce gars-là, mais on peut entendre aussi le désespoir de ceux qui essayent de préserver l'environnement. En fait, je comprends que ça te choque, mais maintenant, demande-toi si dans ta lutte, on n'est pas en train de t'amener, en fait, dans quelque chose qui t'empêche concrètement. Parce que cette idée que l'écologie, ça puisse être une série de petits gestes, c'est pas un discours qui vous est venu tout seul. C'est un discours public, c'est un discours qui est Macron-friendly. Hein. Vous regardez la Macronie, ils le défendent, ce discours du petit geste. Aujourd'hui, tout le monde le défend. Hein. Vous regardez le patron de Total, il va vous dire « Ah oui, bien sûr, tout le monde doit être responsable face à la catastrophe écologique. » Il y a un moment donné, c'est pas un discours qui vient de nulle part. Il vient de nulle part. C'est un discours politique porté par des gens qui ne veulent pas qu'on reconnaisse que le capitalisme, le néolibéralisme est en train de fabriquer cette destruction du vivant à laquelle on assiste. Sans compter les transferts des économies faites par les particuliers aux entreprises. Par exemple, tu économises de l'eau en te brossant les dents en face, et bien on va faire super, je peux pomper 1000 litres d'eau de plus vu que personne l'utilise. Oui, parce que si vous changez pas le système, de toute façon, on n'est pas sorti du sac. Hein. Parce que tout ce que vous allez enlever, vous, dans le carbone, on va dire, ah mais regardez, finalement, c'est un peu mieux que prévu. Oh bah très bien, on pollue plus. On pollue plus. Si vous ne changez pas globalement le système, si vous n'attaquez pas les fondements de la production et de la destruction des crimes par les crimes écologiques et donc du travail des criminels écologiques, je réutilise le mot, hein, utilisé par Christophe Bonnet, mais je le trouve très très juste, à un moment donné, tout ça est voué à ne servir à rien. Concernant les injonctions individuelles de tout ce que tu dis, mais est-ce que c'est une raison suffisante pour ne pas du tout mentionner la question climatique dans le documentaire, de bien avoir un moyen d'en parler sans forcément s'acharner sur Inox? On a besoin d'un changement de paradigme pour qu'on puisse prendre conscience et remettre en question les grands pollueurs. Approcher l'Everest sous l'angle climatique paraît contribuer à ce changement de paradigme. En fait, le problème, c'est qu'en ayant justement amené l'écologie sur cette question du petit geste et de l'entreprise individuelle, on a créé un peu deux mondes séparés. Le monde des décroissants, des colibris, des gens qui font les petits gestes et qui sont les bonnes personnes et qui sont dans une moralité, hein, parce que c'est une posture morale, et qui sont en fait une bourgeoisie, hein, parce que ça justement, si ça ne touche pas à tout le monde, c'est parce que eux, ils ont les moyens de se permettre ce rapport à l'écologie.
Et de l'autre, en fait, des gens qui ne sont pas intéressés, parce qu'il en a parlé dans plusieurs de ses documentaires de l'écologie, il en a parlé quand il était dans les glaciers, une fois ou deux, de cette question du réchauffement climatique. Tu vois qu'il essaye d'aborder le sujet, Inox plusieurs fois, mais en même temps, il est coupé du monde de l'écologie, et le monde de l'écologie ne veut pas dialoguer avec lui. Là, on en fait un coupable. Là, on fait porter à Inoxtag la responsabilité du changement climatique, quasiment. La manière dont il est montré du doigt, on dirait c'est un grand pollueur. Moi, j'ai vu des pages de gauche le désigner en mode oui, nanani, oh, regardez, c'est la honte, machin. Et t'es là, mais attendez, en fait, là, globalement, lui, le pire qu'on peut lui reprocher, c'est un trajet en avion, quoi. Maintenant, derrière, la responsabilité de la pollution, elle est à chercher plutôt du côté de l'industrie. Moi, je voudrais bien qu'on épingle les industriels de la même manière qu'on épingle les youtubeurs. Ça m'intéresserait, hein. Ça dépend aussi de ta santé. J'ai des problèmes de thyroïde, en plus du reste, et donc je ne peux pas réguler ma température corporelle. Donc, le chauffage et la climatisation est indispensable. Oui, d'ailleurs, ça, c'est un autre problème que j'ai avec les pratiques écologiques, où il y a un discours, des fois, qui est hyper validiste sur « Ah oui, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. » Oui, non, il y a des fois, tu peux pas faire. Des fois, tu peux pas faire. Et justement, l'injonction individualisante, elle fait qu'on ne pense pas le problème par rapport à chacun et chacune. Et que on est en mode, tu dois te démerder tout seul et tu dois faire dans ton coin. Alors que si c'était une prise en charge collective, on comprendrait parfaitement que certaines personnes doivent déroger aux règles et il n'y a pas de problème. Moi, je suis désolé, je suis plein de comptes écologiques. Je ne vois vraiment pas assez de discours sur cette notion de crime écologique et sur le fait que c'est un problème systémique global qui n'est pas le fait de chacun. Moi, je ne veux plus qu'on me dise que la pollution, c'est la faute à tout le monde. Non, ce serait la faute à tout le monde si on avait réellement le choix. Mais dire qu'on a le choix dans un système capitaliste, c'est comme me dire que j'ai le choix de m'habiller chez Chanel. Non, je n'ai pas le choix de m'habiller chez Chanel. J'ai pas les moyens. De la même manière que j'ai pas les moyens d'avoir un mode de vie totalement décroissant, c'est pas possible. C'est pas possible. Un peu de marxisme. Bah ouais, en fait, moi, je trouve que la gauche, elle gagnerait à être plus de gauche, hein. Le combat, c'est aussi de militer pour changer les logiques territoriales, parce que la mobilité, c'est très grave. Genre la 69, c'est extrêmement grave. Ça, par exemple, c'est intéressant, parce que là, c'est des luttes globales. Justement, on désindividualise. Moi, je dis pas que toutes les luttes écolo ne valent rien. Je dis, je ne suis plus pour les injonctions individualisantes qui disent que c'est à chacun de faire des petits gestes. L'écologie du petit geste, pour moi, a atteint sa limite et ne peut pas amener de changement, et ça l'a démontré largement. L'effort est collectif, pas individuel. Le chat, réveillez-vous. Et en fait, on a fait passer l'effort individuel pour un effort collectif, en mode si tout le monde fait un petit geste, c'est un effort collectif. Non, ce n'est pas un effort collectif, c'est un effort individuel. Par contre, si toutes et tous ensemble, on lutte pour empêcher une seule de ces entreprises ou la faire condamner de polluer autant qu'elle pollue, on est H24 sur les cotes des industriels, H24 sur le code des politiques, sur la question de la pollution, on fait totalement autre chose. On fait du collectif. C'est là que ça change tout. Et c'est là où on peut amener un changement global. Un changement politique ne s'opère pas seulement si les citoyens sont informés, demandeurs de changement, ça part de la base pour remonter. Un changement politique, ça passe par le fait, c'est ce qu'on appelle les batailles idéologiques, on en parlait, c'est Gramsci, ça passe par le fait d'imposer une idéologie, un mode de pensée. Là, l'idéologie écolo, elle s'est imposée à une certaine partie de la population, je dis pas que ça n'a pas fonctionné, jusqu'à un certain stade. Maintenant, c'est pas une idéologie de la lutte, clairement pas, il y a une énorme partie des écolos bourgeois dominants qui, soyons clairs, ne sont pas prêts à démanteler les usines polluantes et ne sont pas les gens que vous allez retrouver à Sainte-Soline. Hein. Faut pas non plus mettre tout le monde dans le même panier. Ensuite, il y a aussi tous les gens qu'on a laissés de côté avec un mode de communication qui est un mode de communication en mode si vous faites pas ça, vous êtes des merdes. Bah, si vous faites pas ça, vous êtes des merdes. Les gens, on leur dit une fois, deux fois, ils disent ouais, bah écoute, ils sont pas très sympathiques, ils font chier ceux-là, et puis tant pis, on va voir ailleurs. Bon, bah, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Après, je le redis, moi, c'est ma position, c'est mon point de vue, je peux me tromper, et j'espère peut-être que vous me remettrez des idées en place et tout, hein. Je veux dire, je suis ouvert au dialogue, mais voilà, moi, je suis arrivé à mon point de rupture. C'est marrant, je pensais pas que ce serait sur ça, mais ça fait un moment que ça me court sur le haricot, comme on dit, et je sais que je suis pas seul. Je sais qu'il y a beaucoup de spécialistes de l'écologie dont je suis le travail, qui commencent à en avoir plus ras-le-bol de cette écologie du petit geste, parce qu'ils y voient un espace justement de totale dépolitisation, et qui disent mais comment est-ce que vous voulez qu'on mobilise globalement sur un vrai problème si on est H24 en train de dire aux gens oui, excuse-moi, est-ce que ta brosse à dents là, est-ce qu'elle est bien en bambou, parce que si elle n'est pas en bambou, tu n'es pas un vrai écolo. Ouais, non, c'est bon, hein. Personne ne dit que les pauvres polluent plus, tu plaisantes. Alors ça, c'est un discours qu'on entend partout, que les classes populaires ne sont pas assez écologiques, qu'il faut aller enseigner l'écologie aux quartiers populaires. Moi, j'ai vécu un moment lunaire dans un truc de collapso pendant mon terrain, où ils sont allés éduquer les classes populaires à l'écologie.
et les préparer à l'effondrement climatique. Donc ils sont allés à Noailles, un quartier ultra pauvre de Marseille, où il y a plein de populations exilées, migrantes, qui vivent les gens ils vivent à 10, et je le sais pour avoir connu des gens qui vivaient là-bas, hein, dans une seule pièce, dans des situations terribles, pour leur expliquer les gestes de la décroissance. Donc ça, moi, tu vois, ça c'est... Je sais pas comment appeler ça, à part du colonialisme, hein. Noailles, qui à cette époque-là, il y avait 2 immeubles qui s'étaient effondrés parce que c'était des immeubles insalubres loués par certainement les oncles bourgeois, des mêmes gens qui venaient leur faire la morale, tu vois. Je caricature, mais vous voyez l'idée. Et ils étaient là à parler d'effondrement dans cet espace-là. C'est une des rares fois d'ailleurs dans mon terrain où j'ai refusé d'aller avec les gens. Au bout d'un moment, je suis parti. Je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est la honte. C'est la honte. Je revenais pas de ce qu'ils étaient en train de faire, quoi. Pourtant, j'en ai vu des trucs, hein, mais là, j'étais là, non, c'était insupportable. Franchement, c'était insupportable. On est au bord du gouffre, il faut des mesures exceptionnelles, c'est ultra triste, mais je pense qu'il n'y a plus d'espoir que les individus changent, plutôt que les 1% les plus riches. Pourtant, je milite, mais on ne demande pas aux 1% les plus riches de changer, on ne demande pas. C'est un rapport de force, c'est-à-dire on doit arriver à un point du rapport de force où ils changent, point. C'est ça le problème. Le problème, c'est que là, on veut que ces gens changent, on veut du bon vouloir. C'est d'ailleurs ce que j'ai vécu avec l'histoire de... On a perdu les législatives. Ah, Macron ne nous a pas donné de gouvernement. Mais je pense que vous n'avez pas encore assez acquis la notion du rapport de force. Vous n'aurez pas de gouvernement si vous ne gagnez pas l'élection. Vous n'aurez pas de changement écologique si vous n'êtes pas dans des luttes qui forcent le changement. J'ai fait une fois le bilan énergétique et en fait, ce qui me fait grimper, c'est les dépenses pour le logement et les transports. C'est des choses que je peux pas changer parce que je peux pas faire de travaux dans mon appart, je suis pas proprio. Typique. Mais du coup, ça devrait aller sur ton propriétaire, hein. Ça devrait pas être ton bilan à toi, hein. C'est le bilan carbone de ton proprio, hein. Comme ça, si on repensait notre système des bilans carbone, ça changerait tout. Si on le repensait en termes de lutte des classes, laisse tomber. Il y aurait plus un bobo qui pourrait, mais même le mec, je veux dire, je sais pas comment il fabrique le savon avec sa propre merde. Franchement, même avec ça, il pourrait pas passer, le gars. Impossible. Parce que la réalité, c'est que tout ce qui a été bâti sur la notion du capital, désolé pour l'image, c'est horrible, mais tout ce qui a été bâti sur le capital est en fait la base centrale de la pollution, de la destruction des écosystèmes, hein. Plus quel mouvement écolo avait fait un article sur l'écologie des petits gestes, ils appelaient ça l'écologie de la carte bleue, qui réduit l'écologie politique à des choix de supermarché. Je trouvais l'expression assez juste. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à la fois un mode de consommation et une forme de développement personnel écologique qui finalement se fonde plus sur une notion de bien-être, santé personnelle et individuelle que sur une notion globale finalement de lutte contre la destruction climatique. Il y a des militants écolos, mais pas forcément des gens politiques qui sont capables de prendre en compte les inégalités, la précarité, les grands pollueurs. Oui, alors attention, là, je suis pas en train de dire tous les militants écolos sont des gens horribles. Commencez pas à déformer, là. Je suis en train de dire que je suis contre l'écologie individualisante du petit geste. Point. Il y a plein de militants écolos qui font des trucs super. Il y a plein de militants écolos qui parlent de petits gestes et qui, à côté, parlent aussi de luttes plus générales et plus grandes et dont j'adore le boulot, etc., etc. Moi, je dis simplement que maintenant, à gauche, j'attends autre chose. J'attends une prise en charge politique et une pensée de l'écologie d'une manière globale et politique. Et c'est tout. Mathieu a dit qu'il détestait les écologistes. Oh non, ça y est, vous m'avez eu. Il faut changer le système global. Ça passe par sensibiliser tout le monde sur le fait que ce ne sont pas les petits gens qui font le plus de mal à la planète et montrer qui est le vrai ennemi, le capitalisme. Montrer qu'il y a des responsables. Nommer les responsables, connaître leurs noms. Il y a 63 milliardaires en France qui ont un impact carbone qui équivaut à la moitié des Français, c'est pareil. Il faut qu'on ait un peu le nom de ces gens, hein. C'est important. Hein. Les gouvernements font rien, il nous reste quoi ? En fait, c'est la même question qui se pose surtout quand on est, par exemple, sur la lutte contre l'extrême droite, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, à un moment donné, oui, il faut lutter avec tout ce qu'on a parce que l'alternative est mortelle. L'alternative est mortelle. L'alternative est un danger mortel pour plein de gens. Si l'extrême droite arrive au pouvoir, des gens vont mourir, des gens vont se faire tuer. Déjà, l'explosion des discours d'extrême droite en France amène aujourd'hui une explosion des violences racistes, des violences discriminantes qui tuent littéralement des gens. C'est la même chose avec l'écologie, en fait. Je pense qu'il faut se rendre compte de la gravité des choses. Ça montre l'importance de l'engagement. C'est là où moi, je disais, par exemple, sur le vote, que j'entends tout à fait les gens qui me disent « je ne veux pas voter ». Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tu penses que ça sert à rien, tu te sens pas reconnu par le vote et tout. Mais le vote, ne l'oublions pas, ça reste quand même l'acte d'activisme le plus simple que vous pouvez faire. Si tu ne votes pas, il faut faire autre chose et ça a intérêt à être sacrément costaud.
ça a intérêt à être sacrément à la hauteur des événements. Et la plupart des gens, c'est pas ça, malheureusement. Et même si tu votes, je suis désolé, mais ça suffit pas. Il va falloir aussi être sacrément costaud. Il va falloir être aussi sacrément à la hauteur des événements. Aujourd'hui, moi, je vous le dis, les gars, on est en footing, là. Vraiment, dans une situation, on a une meute de loups, les ours au cul et tout, et puis on est là, je m'économise pour plus tard, tu vas voir et tout, tu sais, t'as la mâchoire clac, comme ça derrière les genoux, ben, voilà, c'est le moment de se dire, est-ce qu'il faut pas commencer à accélérer un chouïa, voilà, c'est mon conseil. Moi, si l'extrême droite passe, je vais mourir. Désolé, Isaïe, c'est ultra dur, pardon, je m'attendais pas à lire ça, excuse-moi, le rire, c'est un rire de choc, hein. Et il prévoit de privatiser la sécurité sociale et j'ai un traitement quotidien à prendre qui coûte 600 € par jour à prendre le restant de ma vie, voilà. Typiquement de quoi je parle, et c'est pour ça que je le dis, l'engagement dans les luttes, c'est pas que l'écologie, enfin j'ai l'impression que les militants écolos, ils arrivent en mode oui mais on va mourir, c'est une catastrophe et tout. Je suis là mais ouais mais vous inquiétez pas, on est au courant, hein. La lutte antiraciste, la lutte contre l'extrême droite c'est pareil, la lutte pour les personnes exilées c'est la même chose, hein. Il y a des gens ils meurent, hein. C'est pareil, c'est tout pareil, donc bienvenue, on se serre la main, pom et maintenant on lutte ensemble, c'est tout, c'est cool. Écoutez, j'espère que ça vous aura donné des points de réflexion qui changent. J'avais envie de poser une réflexion totalement différente de celle que j'ai pu voir sur les réseaux. N'oubliez pas que, 1, c'était pas un clash de Sabine, parce que Sabine, j'aime bien son travail, je le redis, j'étais en désaccord sur certains points, mais globalement, elle n'a fait que synthétiser ce qui a été dit un peu partout, et ce qui est globalement la pensée de l'intégralité de la gauche. Je ne tiens pas à mettre l'intégralité de la gauche à dos, donc c'était simplement voilà, un certain nombre de points de vue. 2, vous avez le droit de pas être d'accord, c'est pas grave. Si cette vidéo atterrit sur YouTube, ben, mettez-le un commentaire ou expliquez et développez votre point de vue. Mais il y a un intérêt, je pense aussi à avoir des discussions à gauche sur des points où on a des dissensions et faire un petit peu attention à cette tendance qu'on a à la doxa, là, à dire toujours tout le monde a la même opinion, le même avis, tout le monde va dans le même sens. C'est un peu dommage quoi. Voilà, je voulais quand même remettre 2-3 points sur les i parce que ça me semblait important et je trouvais quand même que les tirs sur Inox ils étaient un peu violents pour finalement un documentaire que je n'ai pas trouvé si problématique que ça. À nouveau, ce n'est que mon opinion. Bon, un énorme merci. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve lundi. Bon, finalement, vous avez eu votre stream de mercredi. Vous l'avez eu là. Hein. C'était quand même un sacré stream. Merci aux personnes qui soutiennent sur Twitch. Merci aux personnes qui soutiennent sur Tipeee. Merci pour la force que vous donnez à la chaîne. C'est incroyable. C'était trop cool. On était quasiment plus de 400 tout live. C'était trop intéressant. Puis le sujet était vraiment, vraiment cool. Et puis, on se retrouve lundi. On parlera sûrement du gouvernement. Hein. On va pas se mentir. On aura enfin notre gouvernement Barnier. On fera l'analyse un peu de qui est qui fait quoi et pourquoi c'est de la merde. Puis après, on n'en parlera plus parce qu'on oubliera leur nom. Et sur ce, je vous dis à lundi et ciao!